Bienvenue à l'Informel. Cette semaine, je m'entretiens avec Daniel Champagne, qui a été conseiller à la ville de Gatineau de 2013 à 2021. Au cours de son mandat, il a été président du conseil municipal ainsi que le président du comité exécutif. Il a aussi occupé le poste de maire par intérim après le départ de France Bellil. Daniel, merci d'être à l'émission. Merci de m'accorder du temps. Surtout, là, quelqu'un qui s'en va à la retraite, il me dit tout le temps qu'ils n'ont plus de temps. Tu m'accordes du temps, fait que je l'apprécie beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien, JF. Merci de l'invitation. Comment est-ce qu'on se sent là, à la retraite? Mais comment ça a été? Là? Je suis curieux de savoir le premier jour, parce que tu as fait ça pendant quoi, 12 ans à peu près, conseiller? Le premier jour que tu t'es levé un matin et tu n'étais plus conseiller à la ville de Gatineau. Comment tu te sentais? Catastrophe. Ah ouais? Tant que ça? En fait, non, j'exagère. Je fais des farces parce que ma conjointe Chantal savait l'appréhension que j'avais par rapport à la retraite. Okay. C'est-à-dire que moi, là, au fil du temps, quand j'ai commencé de conseiller municipal en 2013, l'engagement que j'ai pris auprès de ma gang, ma famille, là, c'est de dire qu'il n'y aura pas d'impact sur notre vie. C'est-à-dire que je vais continuer à travailler, je vais garder mon autre emploi. Dans ce contexte-là, on va continuer à faire nos voyages en famille, on va continuer à vivre ce qu'on a à vivre, vous allez pouvoir continuer vos activités, tout ça. Donc, j'ai travaillé 2 emplois pendant un bon nombre d'années, en fait pendant 11 ans, pour être plus précis. Après 11 ans, lorsque l'ex-mairesse m'a nommé à la présidence du comité exécutif, là, tu comprendras que c'était plus simple. Là. Je ne pouvais pas travailler 2 jobs, mais je travaillais presque 2 jobs parce que c'était très occupé au conseil municipal. Fait que j'ai été, tout ça, longue histoire ou longue réponse pour dire que j'ai été très, très, très occupé. J'ai fait un bac à l'université en même temps que je travaillais. J'ai fait 106 ans. J'ai travaillé plusieurs années à la Maison de la Culture aussi pendant que je travaillais au gouvernement fédéral. Donc, pendant toute ma vie, j'ai été très, très, très occupé. Tu sais, je réservais des plages horaires avec ma famille, entre autres le souper du dimanche avec ma gang, tout ça. Et là, je me réveille par un bon matin et je me fais un bon café avec ma blonde. On s'assoit, on allume Salut, bonjour. On écoute ça, on regarde ça, puis on se dit « Ah, la vie est belle ». Ça, c'est fantastique, hein? Tu te réveilles le matin, tu te dis « J'ai rien à faire. Ah ouais? Rien à faire. » Jour 2, hein? Tu te réveilles, tu prends ton café, tu dis « Ah, c'est le fun, j'ai pas grand-chose à faire. » Fait que ça, je te dirais que pour moi, c'est une adaptation. Naturellement, je suis très heureux d'avoir la personne que j'ai dans ma vie depuis plus de 40 ans, là, parce qu'elle comprend bien ça, Chantal, ma conjointe, mais en même temps, elle comprend que j'ai besoin de plus que ça. Donc déjà, je me suis impliqué, là, je pourrais te donner des détails, mais je me suis impliqué à plusieurs conseils d'administration, j'en préside, je suis membre de plusieurs organismes, etc., qui font en sorte que ça me tient occupé. Quel organisme? Je préside le conseil d'administration de l'Office d'habitation de l'Outaouais. Okay. Avec qui je travaille. Quand j'ai quitté le conseil municipal, petit aparté, j'ai dit à ma gang au conseil, je ne ferai pas la belle-mère. C'est-à-dire, je ne viendrai pas au conseil municipal pour vous critiquer. Mais si vous mettez de côté le logement social, si vous mettez de côté l'élément numéro 1 dans la dignité d'une personne qui est de la capacité d'avoir un toit, je vous promets, je vais débarquer au conseil, puis là, je vais faire une file. Qui est un dossier aussi que tu as tenu à aller pendant du temps que tu étais conseiller. Exact. J'ai piloté le comité choc pendant plusieurs années. Fait que dans ce contexte-là, j'ai dit, moi, je vais vous talonner, tu sais. Fait que je travaillais déjà avec l'Office d'habitation de l'Outaouais. J'ai donc décidé de dire, je vais continuer à travailler avec vous autres. Puis là, le conseil d'administration m'a demandé de le présider, donc je le préside. À ça, s'est ajouté un regroupement qui s'appelle le Regroupement des Offices d'habitation du Québec, le ROC. Je suis membre de ce conseil d'administration-là. Je suis un membre très actif aussi. Je participe à l'organisation du congrès annuel, etc. Donc ça, c'est un autre conseil d'administration. Je suis aussi membre du conseil d'administration de Les Apprentis, qui est une maison pour des personnes en situation des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Okay. Et ça, JF, là, c'est extraordinaire là, ce que ces gens-là font, là. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une maison qui accueille des gens avec une déficience intellectuelle. Moi, j'ai travaillé avec la gang, avec Aurel puis avec Robert, pour la création de cet édifice-là. Quand on a fini ça, excusez-moi, on a fait l'inauguration. Tout ça est beau. Puis là, je disais à Robert puis à Aurel, de façon un peu informelle, vous avez besoin de moi, je vais me tenir proche parce que je trouve ça intéressant ce que vous faites ici. Parfait. Je me rappelle quelques jours après, je suis membre du conseil d'administration. J'en suis vice-président maintenant. Le jour où ils font les annonces, là, où ils disent aux gens qui ont cette déficience-là, vous avez un appartement dans notre édifice, là.
j'ai pleuré ma vie. J'ai pleuré ma vie. Les parents étaient émotifs, les enfants étaient émotifs. Les enfants, c'est pas tous des enfants, c'est des adultes, en fait. Oui. Là. Ces gens-là étaient émotifs. Et moi, là, ce monde-là, là, ils sont inspirants par rapport à leur détermination face à la vie. Puis quand on les annonce qu'ils vont être autonomes, là, c'est absolument extraordinaire. Les apprentis font du travail extraordinaire. Nathalie, à la tête des apprentis, là, c'est extraordinaire ce qu'ils font avec ça. Fait que, dans ce contexte-là, moi, je continue le travail. Longue réponse, encore une fois, pour dire que je continue le travail bénévole un peu partout, mais surtout à des endroits qui me tiennent à cœur. Et les apprentis étaient un bon exemple de ça. Mais je ne suis pas familier avec cet organisme-là, puis pourtant, j'en connais pas mal, les organismes dans la région. Fait qu'ils sont situés où? Ils sont à côté du chose de crème glacée, là, sur Maloney, Dairy Queen. Dairy Queen, OK. Juste à côté, le nouvel édifice qui a été construit là, c'est ça, c'est les apprentis. Puis il accueille combien de personnes? C'est 15 appartements. Au total, oui, avec un encadrement 24 heures sur 24, 7 jours semaine, 52 semaines par année. C'est très, très bien encadré. C'est subventionné, mais c'est très bien encadré, c'est très bien structuré, c'est surtout très bien géré. Donc, c'est un beau privilège pour eux. Je travaille aussi avec la Fondation de l'UQO pour aller chercher des fonds justement pour notre fondation. J'ai un attachement particulier avec notre université. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que notre identité passe par nos universités. Et si on ne crée pas ce sentiment identitaire-là dans l'université et par le fait même et par conséquence sur l'ensemble de la communauté autour, à ce moment-là, les gens vont graduer puis vont sacrer le camp, ils vont aller travailler ailleurs. Mais si on est capable de créer quelque chose, un sentiment d'appartenance, non seulement à l'université, mais aussi à la région, mais ça fait en sorte que nos ressources restent en ville, mais c'est à l'avantage de tous. Je vais revenir à la retraite. Ça a été quoi le processus pour décider? Est-ce que tu savais que, après, tu sais, je veux faire tant d'années, mettons, en politique, ou bien si il est arrivé quoi que tu dis, je pense qu'il est temps, je suis rendu là. Premièrement, je tiens à préciser que 20 ans, 30 ans passés, là, quand tu prenais ta retraite, tu t'assoyais dans ton sous-sol, tu regardais la TV, puis de temps en temps, tu t'allais sortir, faire ton épicerie, des choses comme ça. C'est plus ça, la retraite. La retraite aujourd'hui, c'est, premièrement, les gens de mon âge, de 55, 56, 57 ans, sont très actifs. Moi, je fais du ski de fond, je fais un petit peu de course, je m'entraîne, etc. Il me semble que les gens de 56 ans, ils ont l'air plus jeunes qu'ils étaient 20 ans passés. Oui, mais déjà 56, c'est plus jeune, c'est quand même jeune pour prendre sa retraite. Oui, on voit plus jeune. 65 ou 60. Tu as tout à fait raison. Mais fait que moi, la retraite, pour moi, c'était pas le concept de j'arrête et je me repose. Je suis full énergie, j'ai pas envie de me reposer, j'ai envie de continuer à donner. Fait que pour moi, le concept de retraite, c'est un concept de dire, à partir de maintenant, ce que je fais, je choisis de le faire. À partir de maintenant, ce que je fais, c'est parce que j'ai envie de le faire. Et mieux encore, et ça, JF, c'est là que le principe est le plus capotant, c'est que si j'ai pas envie de le faire, bye-bye, je m'en vais chez nous. Tu comprends? Oui. Et ça, là, cette liberté-là, là, elle est absolument extraordinaire. J'en doute pas. Oui, je le souhaite à tout le monde. Mais reste que ça a dû prendre une réflexion, tu sais, de dire comment tu as pu savoir que c'était le moment. Là? Bien, c'est pour ça que j'ai décrit la retraite de la façon que je le décris. C'est parce que moi, je suis prêt à la retraite parce que je ne suis pas à la retraite. Okay. Tu comprends? Je pourrais te montrer mon calendrier. Là. Il y a chaque jour, aujourd'hui, tu as un exemple de ça. Chaque jour, j'ai des obligations. Je fais des commentaires publics de temps en temps dans différentes chaînes TV, radio, etc. Moi, à radio, mais plus à la TV. Donc, je m'implique, j'ai toutes sortes de responsabilités. Donc, dans ce contexte-là, pour moi, le concept de retraite, je ne suis pas, pour répondre spécifiquement à ta question, je ne me suis pas un jour dit, OK, là, maintenant, c'est la fin. Je me retire, donc j'arrête tout. Je ne me suis jamais dit ça. Il y a un jour où je vais le faire. Est-ce que ça va être à 65, à 70, à 75 ans? Il y a un jour où je vais dire, OK, enough. Là. Moi, j'ai fait le tour, là, puis j'ai envie de rester tranquille, rester à la maison, puis tout ça. Mais ce jour-là n'est pas arrivé, puis il est loin d'être arrivé. Fait que je n'ai pas fait cette réflexion-là à dire j'arrête. J'ai fait cette réflexion-là à dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie de faire. Mais reste que tu ne peux plus représenter les citoyens que tu représentais. C'est quand même un changement de mode de vie, c'est un changement de... Il y a tout ça qui vient avec. Oui, tu continues d'aider dans différentes sphères, puis d'être présent, mais pas pour les citoyens que tu as représentés pendant une douzaine d'années. Quitter la politique, c'est pas prendre une retraite. Quitter la politique, je pense que il y a deux choses. La première, c'est que
t'es mieux de quitter la politique que la politique te quitte. Ça, c'est la première chose. OK? Parce que moi, j'ai été témoin au fil des années avec des chums, là, des amis, des collègues qui ont perdu leurs élections. C'est pas simple. Il n'y a pas plus grosse dose d'amour que les citoyens qui te disent « je t'aime, donc je t'élis ». Mais il n'y a pas plus grosse dose de découragement que les citoyens qui disent « on ne veut plus de toi ». Donc, quand je fais le choix de dire « je ne vais pas solliciter un quatrième mandat », c'est parce que je fais le choix de dire « je pense que ce que j'avais à offrir, je l'ai offert ». Donc, je suis conscient que je ne représenterai plus les citoyens autour d'une table du conseil municipal, mais je suis aussi conscient qu'il y a une évolution politique, on pourra en reparler de cette évolution politique-là, mais il y a une évolution politique qui fait place aujourd'hui à une forme de progressisme qui s'installe au Québec. On le voit par exemple avec Catherine Fournier, avec Stéphane à Laval, on le voit avec Bruno Marchand, on le voyait avec Mme Plante à Montréal. Je pourrais te nommer bon nombre d'exemples comme ça. On voit ce progressisme-là s'installer dans les municipalités. Moi, j'y crois, ce progressisme-là, mais je ne l'incarne pas. Donc, lorsqu'arrivait le temps de dire « est-ce que je veux un quatrième mandat », pour moi, c'était impensable de le faire. Fait que quand je quittais la politique, ce n'était pas dans l'optique de dire « je prends ma retraite de la politique ». C'était dans une optique de dire « je sens le temps de laisser ma place à quelqu'un d'autre pour apporter une forme de progression dans l'évolution de la municipalité ». Dans cette progression-là, est-ce que c'est aussi la popularité là, de partis politiques, alors que tu te présentais toi comme indépendant, puis là, ça semble être ta tendance plus d'avoir des partis. Je t'ai lu d'ailleurs commenter sur le sujet, dire que l'air est à ça et que la place aux candidats indépendants est de moins en moins pertinente peut-être au sein d'un conseil municipal. La pertinence d'un élu, c'est les citoyens qui le décident. Donc, indépendant ou avec un parti politique, la présence est toujours pertinente. Autour de la table du conseil, on a plusieurs indépendants. Par exemple, ici à Buckingham, le studio est à Buckingham, Edmond Leclerc est élu et est indépendant. C'est une excellente nouvelle. Edmond, c'est un conseiller absolument extraordinaire. Par contre, le monde municipal, il évolue. C'est-à-dire que les gens ont de plus en plus, je parlais d'un mouvement progressiste tantôt, les gens ont de plus en plus envie de voir un regroupement de gens dire collectivement, voici où est-ce que le navire va se diriger au cours des prochaines années. Ça, je l'observe, je le vois. Donc, sur le fond, là, la pertinence et l'importance des partis politiques, le fait qu'on soit rendu là aujourd'hui, moi, je ne remets pas ça en question. Ça, je vais être clair là-dessus. Par contre, la structure dans laquelle évoluent les partis politiques, elle est extrêmement problématique au municipal. Lorsqu'on regarde au provincial et au fédéral, si François Legault déclenche des élections, il va y avoir des élections le 2 octobre prochain, mais s'il déclenche des élections avant ça, ou peu importe, au 2 octobre, et disons, le Parti québécois est élu de façon minoritaire, dépose un premier budget, vote de confiance, etc. On dit, vous autres, là, votre patente, le Parti québécois, je fais un exemple seulement, ça ne marche pas. Donc, les autres partis se mettent ensemble de façon majoritaire, renversent le gouvernement et on retourne en élection, n'est-ce pas? Au gouvernement fédéral, c'est la même chose. C'est le principe de Westenberg, peut-être pas le bon terme, mais au gouvernement fédéral, c'est la même chose. Donc, il n'y a jamais personne dans cette ville-ci là, qui a voté pour Justin Trudeau ou pour François Legault ou pour Mark Carney. On a tous voté pour un député qui vient représenter un chef qui, lui, devient premier ministre. Au municipal, c'est pas ça. Au municipal, on vote pour une mairesse ou un maire et on vote pour un conseiller municipal. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Puis on en a été témoin dans plusieurs municipalités au Québec. Bien là, à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il y a une majorité d'élus d'un parti politique et le maire ou la mairesse est issu d'un autre parti politique. La ville est donc paralysée. Ça, on l'a vu. On a vu dans une ville, j'oublie, il me semble, j'ai Saguenay en tête, mais ce n'est pas nécessairement Saguenay, mais en tout cas, il y a une ville au Québec, là, à un moment donné, le conseil municipal, de façon majoritaire, a coupé tous les budgets de la mairie. Les budgets supplémentaires que la mairie voulait s'octroyer, ils les ont coupés complètement. Parce qu'ils avaient le pouvoir de le faire. Et là, si on fait ça, on paralyse une ville pendant 4 ans de temps.
Moi, ce que je prétends, et je l'ai prétendu à l'Union des municipalités du Québec pendant de multiples années, c'est qu'il faut qu'on mette en place un principe de Westminster qui ressemble à ce qui se passe au provincial et au fédéral, c'est-à-dire, il faudrait que quand je vote pour quelqu'un, je peux voter pour un indépendant, bien sûr. S'il n'y a pas de chef ou quoi que ce soit. Ici, on aurait voté Edmond, c'est parfait. Mais quand, je vais donner l'exemple de Carrefour de l'Hôpital, quand je vote pour Catherine Craig-Saint-Louis, systématiquement, ça devrait donner un vote à son parti politique et donc, forcément, le parti qui est majoritaire pourrait à ce moment-là avoir désigné le chef d'avance et cette personne-là devient maire. C'est exactement ce qui se serait passé à cette élection-ci. Ouais. Ça n'aurait pas nécessairement fonctionné à Gatineau parce qu'il n'y avait pas avant de parti politique. Mais si on évolue vers un modèle comme celui-là, je pense que c'est ce qu'il faut faire pour éviter les paralysies et par le fait même, permettre un renversement du gouvernement pour être capable par la suite de retourner en élection si ça ne fonctionne pas. Oui, ça ferait du sens. En même temps, je ne sais pas à quel point les citoyens sont prêts à ça. Quand tu regardes les chiffres, je regardais, entre autres, quand les élections que toi, tu as gagnées. Au début, c'était chaud. Probablement, tu avais ton nom peut-être à faire aussi dans ton comté. Oui. Pas ton comté, mais ton district. Puis plus ça allait, tu t'es opposé à des candidats de Action Gatineau, mais pourtant, tu les as battus plein de couture. Fait que je me dis, est-ce que le citoyen est rendu là dans sa vision de comment une ville devrait fonctionner? Le citoyen, ce qu'il veut savoir, c'est combien ça coûte. Le citoyen, ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que tu vas me donner en retour. Le citoyen, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que mon parc va être aménagé cet été? Est-ce que mes poubelles vont être ramassées? Est-ce que mes poubelles vont être ramassées? Est-ce que je vais payer moins de taxes? Puis les taxes que je paye, qu'est-ce que tu vas faire avec, etc. C'est ça qu'il veut savoir, le citoyen. Le débat structurel municipal au niveau des partis politiques, doit se faire au sein même du gouvernement. Il doit être une option qui est proposée à la population. Et la population va adhérer. Eux autres, les citoyens en ce moment, quand tu leur parles de politique, ils sont moins... Moi, tout ce que je viens de décrire là, les gens, ils font comme, ben oui, so what, tu sais. Mais les gens, ce qu'ils veulent savoir, comme je te disais tantôt, c'est combien ça coûte, puis c'est quoi que je vais avoir en retour. On est de plus en plus dans un monde, puis ça, c'est encore plus important, on est de plus en plus dans un monde de jeu et de moins en moins dans un monde de nous. La conscience collective, là, aujourd'hui, elle existe encore au sein de différentes associations, de différents groupes de pression, etc. Mais de dire aujourd'hui qu'on est encore en train de dire « qu'est-ce que tu vas faire pour nous », c'est pas vrai. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus dans le « qu'est-ce que tu vas faire pour moi ». On a l'exemple de ça aux États-Unis par l'élection de M. Trump, entre autres, qui disait « ça va vous coûter moins cher, donc on va voter pour lui ». Donc, dans ce contexte-là, le citoyen est moins intéressé par rapport à tout ce que je viens de décrire. Ce qui vient démontrer que cette responsabilité-là, elle est avant tout une responsabilité politique d'un gouvernement provincial, entre autres, en travaillant avec l'Union des municipalités du Québec. Je suis d'accord, en partie, dans le sens que puis je trouve que ça... Bon, on l'a vu clairement, je trouve, dans la dernière élection à Gatineau. Il y a une division nette entre l'Est et l'Ouest. Puis je sens qu'il y a comme je ne veux pas dire un dégoût, là, je cherche un autre mot, là, peut-être moins fort. Tu sais, on a comme pas envie, on dirait, d'avoir un parti encore. On n'est comme pas prêt à dire on va avoir un parti qui va nous représenter dans l'Est, j'ai l'impression. Je suis d'accord. Il y a une résistance au parti. Moi, quand j'ai été élu en 2013, quand je cognais aux portes, une porte sur deux me disait « T'es-tu avec le parti politique? » Je disais non, il disait « Parfait, va voter pour toi. » Il n'y avait aucun intérêt pour qui je suis fin, je suis beau, je suis intelligent. Du moment que tu ne fais pas partie du parti politique, je vais voter pour toi. Donc, il y avait une résistance au parti politique. On le voit de moins en moins, ça. La division Est-Ouest que tu décris actuellement, JF, moi, je ne suis pas certain que c'est lié au parti politique. Bien, premièrement, Mario Aubé était issu de l'Est de la ville. Ouais. Donc, déjà là, en partant, c'était presque acquis, là, parce qu'il faisait de l'excellent travail, Mario, quand il était au conseil municipal. Il a fait une excellente campagne électorale aussi, ce qui a aidé beaucoup dans le pourcentage qu'il a obtenu. Je pense 47, tu disais 48. Ouais. Donc, 47% de la population, près de la moitié de la population l'ont appuyé. Donc, il y avait une volonté réelle. Moi, siégeant au conseil municipal, je ne divise pas ça entre je le divise en Est et Ouest, mais moi, je l'ai vu, les représentations de l'Ouest de la ville. Les représentations de l'Ouest, ils portent beaucoup sur le patrimoine, sur la nécessité de bonifier le transport en commun. Il y a différents... sur la culture, etc. On voit une distinction importante
dans les valeurs qui sont protégées par les différentes... Ça, c'est probablement lié aux valeurs des anciennes villes, je ne sais pas, mais on voit qu'il y a une distinction entre les deux au sein de la population sur qu'est-ce qu'on veut voir comme municipalité, c'est quoi la responsabilité de la municipalité. Maintenant, Maude incarnait probablement plus, à mon avis, les intérêts qui sont représentés de l'Ouest, selon ce que moi j'ai observé au conseil municipal par les gens qui venaient au conseil. Là. Maude incarnait plus ces valeurs-là, puis Mario incarnait probablement plus les valeurs que souhaitent protéger les gens de l'Est. Donc, c'est certain que le fait que Mario venait de l'Est a contribué à ça, mais Mario était aussi représentatif de ce que les gens s'attendent. Tu sais, les autres, ils disent, le Rapibus, il n'est pas prolongé encore, puis on va investir des milliards dans l'Ouest pour le tramway. Les gens disent, ben, vous avez construit un centre sportif à Gatineau, vous êtes en train de construire un centre sportif dans l'Ouest à coût de millions, à coût de centaines de millions de dollars. Vous construisez une bibliothèque à coût de centaines de millions, vous en avez mis une dans le plateau, vous ne faites rien chez nous. Donc, en regard général, les gens se disent, on est mal servi, donc on est plus pragmatique, puis on veut être mieux servi. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que la mairesse a annoncé récemment qu'elle était pour nommer quelqu'un qui est responsable de faire une analyse qui va nous permettre de vraiment voir s'il y a une distinction marquée, parce que c'est pas clair qu'il y en a une, et s'il y en a une, mettre en place des propositions pour améliorer cette représentation-là Est-Ouest. OK. Je ne savais pas ça. Donc, on veut voir s'il s'agit d'une perception ou si ce sont des faits réels. Exact. Parce que là, on parle juste de la perception. JF, là, tu regardes, je reviens encore une fois, là, je suis tannant que ça, mais regarde ce qui se passe aux États-Unis. Là. Donald Trump, peu importe ce qu'il dit, les fans de Donald Trump le croient. Puis combien de fois on voit que dans les faits, ce qu'il évoque, c'est souvent faux, c'est souvent disons, manipulé, déformé par rapport à la réalité ou quoi que ce soit. Les gens y adhèrent. Fait que pour moi, en politique, je trouve que le plus beau cadeau politique qu'on peut faire, c'est de démontrer de façon factuelle qu'est-ce qu'est la réalité. Et c'est ce que j'ai compris que s'apprête à faire l'administration de la mairesse actuelle. C'est une chose que j'avais abordée avec France Bellil quand elle est venue. La perception prend beaucoup de place. Donc, la perception, les médias, l'image prend beaucoup de place dans l'esprit des citoyens, beaucoup plus que les chiffres et les faits. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Puis ça m'écoeure. C'est une réalité pareille. C'est tellement une réalité. La popularité France aussi. Bellil, elle a raison de dire ça. Ça m'écoeure. La popularité. Moi, là, j'ai gagné ma première élection avec 53% des voix. Mes 2 dernières élections, je les ai gagnées autour de 72-73%. J'étais très content de ça. Mais va voir les citoyens du district du Versant, demande-leur pourquoi ils ont voté pour moi. Beaucoup, ça va être on le connaît. Il est fin. Il est venu, j'ai rencontré, il est bien gentil, il est sympathique, ici et ça. Mais quels sont les engagements? Parce que j'en ai pris beaucoup d'engagements. J'ai livré, j'aime bien dire que j'ai livré sur la plupart d'entre elles, sinon l'entièreté. Non, à part la formation d'un comité. Mais bon. Mais ils vont dire, ben, il nous représente bien, il est bon, il est gentil, tout ça. Puis tant mieux, tant mieux. Mais sur le fond, c'est pas de ça qu'on devrait parler. On devrait parler de... Quand on vote, par exemple, là, les gens disaient, pour revenir à l'élection de Mario et de Maude, les gens disaient « out, Action Gatineau ». Ça, c'est extrêmement préoccupant. Parce qu'un vote anti, c'est pas un vote pour. Et ça, c'est préoccupant parce que c'est bien beau que tu vas dire on met dehors Action Gatineau, parfait, faisons ça, c'est beau. Qui tu mets là? Mais qui tu mets là? Puis une fois que tu le mets là, c'est quoi les engagements? Puis c'est quoi les propositions qui te font, qui fait en sorte de démontrer qu'il répond à tes attentes? Mais si tu te mets à analyser, puis moi j'ai du fun à faire ça, là. J'ai des chums de golf, puis s'ils écoutent ça, ils vont se reconnaître. J'ai des chums de golf, là, des fois, qui me disent « Moi, là, Action Gatineau, jamais. » Ah non, hein, pourquoi? Puis là, ils me disent des affaires, puis là, je leur dis « S'ils faisaient ça, s'ils faisaient ça, s'ils faisaient ça, bien là, probablement, je voterais pour eux autres. » Bien, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. S'ils faisaient ça, s'ils investissaient dans ça, pour les arénas, pour ci, pour ça, pour les patinoires, voterais-tu pour eux autres? Ah ben oui, là, c'est pas pareil, mais c'est pas ça qu'ils font. Ils mettent de l'argent dans l'environnement, puis ils mettent de l'argent dans le patrimoine. Oui, mais s'ils investissaient 2 fois plus dans l'asphalte, est-ce que tu voterais pour eux autres? Bien, certain. Ben, c'est ça qu'ils ont fait au budget 2024. Tu comprends? Oui. Fait que pour revenir à ton commentaire tantôt de la perception versus la réalité, c'est tout à fait vrai qu'il faut revenir à une forme de base
sur laquelle les gens puissent s'appuyer pour déterminer qui ils veulent à la tête de leur ville, de leur province et de leur pays. Mais c'est difficile de rester informé et de savoir tout. C'est ça qui est un peu plate. On a tout le train-train quotidien, on a tous nos engagements, on a tout notre travail, tout ça, puis de rester informé convenablement de ce qui se passe à la ville, pas facile non plus. Là. Comment tu t'informes, toi? Qu'est-ce que tu fais? Je m'informe pas tant. ou pas assez. Je ne suis pas un bon exemple. Bon, tu vois? Mais dans l'ère qu'on est, beaucoup plus les médias sociaux que la télé. Ouais. Parce que je trouve que dans les dernières années, la télé est beaucoup sensationnaliste. Oui. Je le dis comme il faut. Puis aussi est beaucoup... comment je dirais ça? J'ai envie de dire un petit peu partisane à certains égards. Ouais. Pas autant équilibrée qu'elle l'était. Ouais. Fait que ça devient, je trouve, difficile de trouver la bonne information, vers qui se tourner. Mais ce que je trouve important, c'est la diversité d'informations. Tout à fait. La pluralité de l'information, c'est fondamental. Puis, ce qui est inquiétant, c'est que ce que tu disais tantôt par rapport à l'information que tu prends des réseaux sociaux, tu vas le prendre sur X, c'est une chose, mais sur Facebook, puis sur bon nombre de plateformes maintenant, pour les raisons qu'on connaît, là, qui ont été évoquées largement, il n'y en a plus d'informations. Non. Fait qu'on a simplement des citoyens qui expriment des opinions. Oui. Fait que dans ce contexte-là, les gens s'informent peu ou pas et prennent, ça revient encore à la question de la perception, prennent pour acquis que parce que bon nombre de personnes qui sont insatisfaits ou regardent des sondages, quoi que ce soit, se disent, ben c'est clair qu'il faut aller dans ce sens-là. Je vais te donner un exemple concret. Quand TVA Gatineau faisait des sondages, quelques années passées, ils ne font plus ça maintenant, mais la question du jour, TVA, blablabla. À un moment donné, je suis assis au salon des conseillers le mardi matin. On est en préparation pour notre caucus préparatoire pour le conseil du soir. Puis là, on écoute TVA, en tout cas, peu importe. Mais là, on voit, il y a quelqu'un qui dit « Hey, la question du jour aujourd'hui, êtes-vous satisfait de votre conseil municipal? » Et là, je dis, moi, je suis président du conseil à l'époque, puis toute la gang est autour, puis on est en train de jaser, puis on a du fun et tout ça. Puis il dit « Hey, gang, faites vos appels. » Tout le monde dans son bureau, allez appeler vos cousins, vos cousines, vos matantes, vos mononcles, puis let's go. OK? Tout le monde le fait. Ça, il n'y a pas grand monde qui savent ça. C'est un peu un scoop que je te donne là. Les gens qui étaient là, c'est pas tout le monde, tous les conseillers, mais les conseillers et conseillères qui étaient là, ils sont mis à faire des appels et tout ça. 81%. Pierre Donnet, à l'époque, qui était chef d'antenne, il dit de façon surprenante, 81% des gens sont satisfaits de leur conseil municipal. Aujourd'hui, il faut se préoccuper de la perception, je suis d'accord, mais il faut aussi se préoccuper, parce que tantôt, tu disais, c'est pas toujours, pas rationnel, mais c'est pas toujours objectif. Oui, c'est pas toujours nuancé. C'est pas toujours, exactement. Ouais. Il faut être quand même prudent, mais en même temps, c'est là l'importance de ne pas toujours croire ce qu'on voit, mais de s'informer. Le site de la Ville Gatineau offre une panoplie d'outils pour que les gens s'informent mieux, pour que les gens connaissent mieux ce qui se passe. Quand on fait les débats budgétaires, là, c'est télévisé, pas télévisé, c'est sur la web et tout ça. Il y a 8 personnes, 10 personnes qui regardent ça. Je ne dis pas que les gens devraient regarder ça, mais les gens qui veulent savoir ce qui se passe puis être informés ont des outils. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que c'est comme quand on achète nos céréales à l'épicerie. On passe 10 minutes devant les céréales parce qu'on ne sait pas quelle choisir. Si on avait deux, là, on choisirait un ou l'autre, ça serait réglé, ça irait plus vite. Aujourd'hui, on est inondé d'informations. Et le problème, c'est que, puis là, on tombe dans une autre sphère complètement, mais les algorithmes viennent nous nourrir sur nos réseaux sociaux. Fait que pour revenir à ton commentaire tantôt, dire je me nourris entre autres des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux vont te donner ce que tu veux entendre. Oui. Et là, toi, tu es convaincu que tu as raison parce que ce que tu vois, ces réseaux, tout le monde y croit. Donc, c'est là qu'est notre problème. Fait que pour revenir au commentaire du départ, est-ce qu'on est préoccupé par la perception? D'autant plus préoccupé par la perception que cette perception-là, elle est nourrie par des algorithmes sur nos réseaux sociaux qui nous font penser qu'on a raison. Tout à fait. De là l'importance de la diversification de ton information. Absolument. Absolument. Puis tant au niveau télé. Si vous écoutez Radio-Canada, allez écouter TVA. Oui. Si vous écoutez la radio locale, le 104.7, allez écouter Radio-Canada à radio aussi. Il va y avoir une diversité d'informations. Et cette diversité d'informations-là va vous permettre d'avoir une lecture plus objective et pouvoir être mieux informé.
Puis d'un souper de famille, c'est le fun d'avoir d'autres choses que juste les grands titres pour défendre nos points. C'est vrai. Tu parles de famille. Comment est-ce que ça a été de jongler ça? Parce qu'on dit, est-ce que c'est vrai quand on va en politique, on amène toute notre famille dans la... tantôt, tu as dit que tu avais promis à ta famille que ça ne changerait pas beaucoup, que vous allez continuer vos habitudes, puis vos soupers, etc. Mais est-ce que ça a été vraiment ça une fois dans le concret? Ou s'il y a eu un impact? Parce qu'il y en a qui parlent même de sacrifice. C'est quand on dit on va en politique. Ouais. Moi, je suis toujours un peu allergique là, aux hommes d'affaires qui ont dirigé des entreprises, aux politiciens qui, en larmes, annoncent leur retraite puis qui disent « j'ai trop négligé ma famille ». Come on. Si tu négliges ta famille, c'est parce que tu as fait un choix. Puis ce choix-là que tu as fait, c'est de dire « moi, je priorise ma vie politique ou ma vie. » Moi, j'ai fait des sacrifices, c'est clair. Mais pas un sacrifice familial. Je travaillais 2 jobs. Je travaillais 75-80 heures semaine, constamment. Mais quand ma fille m'appelait, je me levais et j'allais répondre. Une de mes filles, j'en ai 3, je me levais et j'allais répondre. Quand ma blonde me disait « tu penses-tu qu'on peut faire telle chose tel soir », je me libérais et je m'arrangeais pour le faire. C'est sûr qu'il y a des fois que je ne pouvais pas le faire. Mais le fait... la relation familiale, je ne pense pas qu'elle doit être avant tout basée sur la quantité de temps, mais plutôt sur la qualité. Alors moi, de dire que j'ai négligé ma famille, la réponse, c'est pas du tout. Je n'ai pas du tout négligé ma famille. De dire que ma famille fait de la politique avec moi, moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une conjointe qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour la politique. Okay. Donc, moi, quand j'arrivais le soir, c'était « t'as-tu pensé à aller acheter une pinte de lait en t'en venant? » C'est pas « hey, je t'ai vu à TVA à soir ou à Radio-Canada, puis je te dis que ton commentaire était... » Puis d'ailleurs, la plupart du temps, elle ne me voyait pas ou elle n'entendait pas. C'est pas parce qu'elle n'est pas intelligente, bien au contraire, c'est une femme brillante, mais elle n'a pas cet intérêt-là. Alors pour moi, c'était le fun, ça. Puis mes filles, c'est pareil. Tu peux séparer un monde de l'autre, dans le fond. Ah ben oui. Ouais. Mes filles, c'est pareil. Ils sont bien fiers de leur papa. Moi, quand je suis devenu mère, là, de façon intérimaire, j'ai appelé ma blonde. Ça, c'était drôle parce que je l'ai appelé, je pense que c'était un jeudi ou un mercredi que France a annoncé. Puis je l'avais préparé à ça. J'ai dit, ça va peut-être se passer. Tout ça, je l'appelle, je dis, je viens d'être nommé mère. Elle dit, quoi? Je viens d'être nommé mère. Elle dit, comment ça? Déjà? Je dis, oui, c'est fait là. Je vais être là de façon temporaire là, pour quelques mois. Il y a quelqu'un qui va te téléphoner pour gérer notre horaire pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, qui va te téléphoner au cours des prochaines minutes. Puis là, Mathieu, qui travaille dans mon équipe, l'a appelé et il a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est nous autres qui prenons le contrôle de l'agenda. Tu sais. Mais tout ça pour dire que je l'ai fait dans un contexte familial où, même à la mairie, même comme conseiller, puis même dans toutes les sphères de mon travail professionnel, je l'ai fait dans un contexte où j'ai tenté d'intégrer mes intérêts politiques à ma famille, mais j'ai surtout fait le contraire. Permis à ma famille de dire, nous autres, ça ne nous intéresse pas bien, on peut-tu parler d'autres choses? Puis c'est toujours ça qu'on a fait, puis ça a toujours bien fonctionné. C'est peut-être une bonne solution aussi pour te libérer l'esprit, tu sais, puis vivre autre chose pour revenir plein d'énergie puis rafraîchi après quand tu arrives au conseil. Tu sais, là, avant la politique et la famille, là, puis il y a la vie, il y a des amis. Moi, j'ai un tableau que je fais, là, c'est une pyramide, là. Puis en haut, dans le premier carré en haut, là, je mets job. Puis dans le deuxième carreau là, de la pyramide, je le mets un peu plus large, je mets vie sociale. Puis dans le troisième carreau en bas, qui est la fondation, j'écris famille en gros. Et là, à gauche, je marque 0, puis à droite, je mets 90. 0 à 90, c'est ton âge. Et là, je dis tout le temps à ma gang, à mes amis, mais là, vers 20 ans, 25 ans, là, puis c'est là que le deuxième commence. Là, il commence à avoir un peu d'importance dans la vie sociale. Tu as des amis avant et après, mais tes amis vers 20 ans, 16, 15 ans, 17 ans, souvent, ils vont rester pendant longtemps. Puis ta job, vers 30 ans à peu près, là, ben là, elle, jusqu'à 50, 55 ans, là, elle va être importante, puis après ça, l'importance va diminuer. Si, quand tu arrives à 30 ans ou à 25 ans, tu mets tout ton panier, tes œufs dans le panier professionnel, ta case d'en haut va s'étirer, mais la règle, c'est que si ta case d'en haut s'étire, celle d'en bas se rapetisse. Qu'est-ce qui arrive dans une pyramide inversée, là? Ça tombe. Alors, ceux et celles qui prétendent que la famille, au fil des années, j'ai négligé la famille ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ont fragilisé leur fondation. Non pas sur le temps passé avec les gens, mais bien sur la qualité du temps qu'ils passent avec. Fait que moi, j'encourage tous ceux et celles qui sont des professionnels, des politiciens, etc., de tenir compte de ça, puis de s'assurer qu'ils gardent cet équilibre-là. Parce qu'à la fin de la journée, là,
quand tu as fini d'être élu, là, tout ce qui va te rester à la fin de ta vie, comme au début de ta vie, c'est ta famille. Si ta famille n'est pas la base de ta fondation, tout va s'effondrer. Bon conseil de quelqu'un qui a de l'expérience, c'est bon. Mais c'est pas nécessairement facile pour tout le monde, je pense, de trouver l'équilibre autant en affaires qu'en politique, de ce que j'entends, du moins. Là. Ce qui fait que bravo si tu as réussi à le faire. Puis ça a tenu. Ta pyramide s'est bien tenue tout ce temps-là. Toi, tu as 3 enfants, tu l'as fait aussi? Tu le trouves, cet équilibre-là? Oui, mais c'est pas n'importe quel travail qui m'aurait permis de le faire. Non. Mais tu as fait des choix? J'ai fait des choix en conséquence. Oui. Exactement. J'ai refusé des jobs à un moment donné, puis j'ai réalisé que, OK, non, je suis peut-être mieux de rester proche de chez nous, dans un horaire flexible, toutes ces choses-là qui m'ont permis ça, effectivement. Imagine, tu aurais pu faire le choix autrement. Tu aurais pu dire, moi, j'ai des offres professionnelles. Oui. Je vais devenir un grand garçon, moi, être un beau professionnel, tout va bien aller, puis néglige ta famille. Qu'est-ce qui arrive à la fin de ça? Tu comprends? Qu'est-ce qui arrive quand tu arrives à mon âge, là? Oui. Hein? Puis, j'aurais regretté, c'est sûr. Ben, c'est ça. Fait que, essaye de trouver ce point d'équilibre-là. Puis, de toute évidence, toi, tu l'as trouvé. Moi, je pense l'avoir trouvé aussi. J'encourage ceux et celles qui sont dans une situation similaire à tout le moins y réfléchir. Ouais. Tu as parlé du temps où tu étais à la mairie. Ça a duré combien de temps? 4 mois et demi. 4 mois, ça, j'avais en tête. Comment s'est passée la transition? Parce qu'en premier, tu as été nommé comme étant maire remplaçant. Oui. Donc, en l'absence de la mairesse, tu aurais pris sa place. Oui. Mais lorsque tu as été nommé, ça, c'était avant même de savoir que Mme Bélisle partirait. Ou à peu près... Bien, France et moi, on a eu des bonnes discussions quelques semaines avant sa démission. Okay? Elle vivait des choses très difficiles que je reconnais effectivement qu'elle vivait. Là, je ne remets pas ça du tout en question, mais moi, j'ai tout fait. J'ai tenté vraiment d'essayer, avec comme bon nombre de mes collègues aussi, de tous les paliers gouvernementaux avec qui on a fait affaire, là, d'essayer de convaincre France, de dire France reste, essaye de finir le mandat, tout ça, puis ça n'a pas nécessairement fonctionné. Fait que je le savais quelque temps d'avance qu'elle était pour annoncer sa démission là, à un certain point. Fait que dans ce contexte-là, ça n'arrivait pas comme une surprise, mais jusqu'au lundi précédent la date de sa démission, qui est le mercredi ou le jeudi, encore une fois, j'oublie le jour exact, mais le lundi, encore une fois, j'ai eu des rencontres, j'essayais de dire France reste et tout ça, puis finalement, je pense qu'elle avait atteint un point de non-retour. Elle a eu des discussions avec sa famille. On parlait de la famille, l'importance de la famille tantôt. Elle a eu des discussions avec sa famille et tout ça. Puis elle a par la suite décidé de prendre la décision de quitter. Fait que je m'en attendais. C'était pas une surprise comme ça. Mais je sais que pour avoir lu son livre, elle avait été un petit peu critique envers le fait que, je pense que tu avais approché, comment il s'appelle? C'est-tu Martin? Martin Dalpé, oui. Oui, qui était, je sais de me souvenir son titre, en fait, qui est le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet, voilà. Oui. Qui était rapproché son directeur de cabinet alors que c'était pas le temps, elle n'avait pas quitté encore. C'était quoi ce conflit-là? Parce que pour le commun des mortels, c'est un petit peu difficile à comprendre aussi la mécanique là, à l'intérieur du conseil, puis comment est-ce que ça fonctionne. Puis je me disais, bon, pourquoi est-ce que ça aurait été pas correct de l'approcher alors qu'on est dans une situation de transition? Je me dis, c'est normal d'avoir quelqu'un pour supporter. Ça a été quoi ce conflit-là? J'ai envie de te donner, dans le fond, un petit peu la parole sur le sujet, vu qu'elle en a parlé dans son livre, que je ne sais pas si toi, tu en as parlé publiquement. Là, mais... Non, moi, je n'ai pas eu la chance de lire le livre à France. Là. Mais bon nombre de personnes m'en ont parlé. Oui, j'imagine. Moi, j'ai aimé travailler avec France. J'ai eu du plaisir à travailler avec elle. On pourrait faire 1h30 ces anecdotes à raconter. Là. On a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les membres de son cabinet aussi. On avait souvent des visions différentes, okay, son cabinet et moi. Moi, peut-être, disons que je ne veux pas cataloguer, là, ou catégoriser, les visions, mais on avait souvent des visions différentes et c'était toujours reçu positivement. Tu disais, OK, Daniel, toi, tu penses ça, moi, je pense pas ça. Puis, entre autres, avec Martin Bisson, qui était en logement avec moi, moi, j'ai adoré travailler avec Martin Bisson. C'est un gars brillant. Qui connaît bien la question du logement, qui est encore là-dedans aujourd'hui d'ailleurs. Puis, fait que j'avais toute l'aide nécessaire au niveau du cabinet. Donc, il n'y a pas de conflit. Tu sais, là, il y avait bien des perceptions qu'il y avait des conflits. En tout cas, pas de mon côté, il n'y avait pas de conflit. Lorsque le lundi, France me confirme que le point de non-retour a été atteint et qu'elle va effectivement démissionner, moi, je sens le besoin de savoir qui va former mon cabinet. Elle a démissionné, disons, le mercredi. Qui va former mon cabinet le jeudi?
Donc là, je parle à un bon nombre de personnes, en fait à l'ensemble des membres de son cabinet, y compris à Martin Dalpé, qui était son directeur de cabinet. Puis lui et moi, on convient que lorsqu'elle va quitter, pour lui, il retourne à son emploi, puis moi, je passe à autre chose pour le directeur de cabinet. Donc, moi, j'avais besoin de faire cette préparation-là. Ouais. Ceci dit, France Bellil était dans une situation précaire. Elle était affectée psychologiquement par la situation qu'elle vivait. Moi, je ne vivais pas la situation qu'elle vivait, mais elle le vivait de façon intense. Je peux comprendre ce qu'elle vivait. Puis j'irais même à dire que je peux comprendre la frustration qu'elle a ressentie lorsqu'elle a constaté que moi, j'étais en train de me préparer. Mais moi, je plaide aujourd'hui que j'ai fait ce que j'avais besoin de faire, ce que j'avais à faire, mais je plaide aussi que l'état d'esprit dans lequel elle était, que c'était pas simple pour elle, puis que ça c'est venu accroître sa frustration par rapport à la situation qu'elle a vue, qu'il y avait une forme de continuité. Le jour où elle a quitté, j'avais des discussions avec son directeur des communications, Daniel Lefini. Puis Daniel me disait, j'ai dit, moi, j'ai besoin de rassurer la population. Moi, je vais être nommé maire, là. Les journalistes vont se tourner vers moi dès que France a fait son annonce. J'ai besoin de rassurer la population. On avait une divergence d'opinion là-dessus. Tu sais, il dit, attends demain ou attends après-demain, quoi que ce soit. J'ai dit, moi, d'accord, je ne ferai pas de sortie publique, mais si les journalistes me posent la question, je vais simplement dire, ne vous en faites pas, tout est sous contrôle. On va, à partir de demain, les opérations vont continuer. On a un directeur général qui est habile, qui est agile, qui va continuer, etc. Je vous assure qu'il n'y a pas d'impact sur la capacité de la ville de poursuivre ces opérations. C'est ce que j'ai fait. Donc, je comprends l'état d'esprit dans lequel était France Bellil à ce moment-là. Je comprends que ça a pu la déstabiliser. C'était pas mon objectif. Tu sais, moi, j'ai pas rentré là-dedans en disant, là, le gamin, ça, là. Tu vas voir qu'elle, c'était pas du tout ça. Quand elle a quitté, on me dit qu'elle avait exprimé ces frustrations-là dans le livre et tout ça. Encore une fois, je comprends qu'elle avait pas un deuil, mais un niveau de frustration, probablement, pas une frustration, probablement plus un inconfort par rapport à tout ce qui s'était passé, puis mettons-nous à sa place. Là. Cette période-là était émotive, c'est sûr. C'est ça. Ça a été très, très, très difficile pour elle. Fait que dans ce contexte-là, elle écrit un livre. Et là, elle évoque l'ensemble de toute évidence des frustrations qu'elle avait à ce moment-là. Et moi, j'y ai passé. Ceci dit, je ne l'ai pas lu. Fait que c'est difficile de porter un jugement. Mais je continue à penser que le 2 ans qu'on a travaillé ensemble, moi, je continue à penser qu'on a eu beaucoup de plaisir. Tu sais, France Bellil... Si elle t'a nommé, premièrement, si elle t'a nommé, c'est parce qu'elle reconnaissait que tu pouvais faire le travail et qu'elle avait une bonne relation. Son défi à France, là, je pense, c'est probablement le défi de bon nombre d'élus. C'est que moi, j'ai eu la chance de souper avec elle, dîner avec elle, faire des sorties avec elle. On était allé à Montréal, ensemble à Québec, etc. pour toutes sortes de contextes. Quand elle était dans la région, quand on allait au restaurant, les gens, ils faisaient des caresses. Tu sais, France, ça se levait. Là. Elle en parle dans son livre. Ah oui, elle parle de ça. Les gens disaient, on t'aime, France. Tu comprends? Puis ce qui me frappait de France Bellil, c'est que c'était toujours. Les gens la tutoyaient toujours. C'était toujours France. Ça démontre la grande proximité qu'elle avait avec les citoyens. Ça, c'est une belle qualité en politique. Par contre, le problème, c'est que ça, c'est exactement le contraire au conseil municipal. Le conseil municipal, on ne se fait pas de caresses. Là. On se tape sur la gueule parce qu'on veut défendre nos principes, nos valeurs, nos objectifs, etc. Donc, de passer à un souper où est-ce que les gens viennent faire des caresses, à un conseil municipal où les gens lui tapent sur la gueule, c'était pas simple. Puis c'était encore moins simple qu'elle était unique. C'est-à-dire que Maxime Panneau-Jobin, au Foire au pouvoir, il y avait 5, 6, 7 personnes qui l'appuyaient avec son parti politique. France, elle avait à peu près personne. Moi, je tentais tant bien que mal, mais elle avait à peu près personne. Il n'y avait pas un regroupement autre que son cabinet. Donc, c'était très difficile pour elle. Fait que moi, je l'ai dit, je l'ai répété, puis je vais le répéter encore, je n'ai pas vécu ce que France Bellil a vécu. Mais je comprends ce qu'elle a vécu. Et je comprends les raisons qu'elle a évoquées lorsqu'elle a décidé de quitter. Mais ceci dit, moi, j'ai aimé la période que j'ai travaillé avec elle. Je lui souhaite le meilleur pour le reste. Puis voilà. Ça revient un petit peu aussi à l'argument que tu disais tantôt, où est-ce que si elle avait eu un parti derrière elle,
peut-être que ça aurait été une plus grande force au niveau du conseil, puis parce qu'elle revient beaucoup avec l'idée de la solitude dans son livre. Oui. Qu'elle se sentait seule, donc peut-être que justement, ça serait moins senti seul dans le contexte d'un parti politique, ce qui fait que je me demande si, parce que je ne sais pas si c'est dans son livre que j'ai vu ça ou non, c'est ça, c'est dans une entrevue que j'ai écoutée en me préparant pour la recevoir. Il disait que cette année-là, je pense que c'était autour de 800 conseillers à travers le Québec qui avaient quitté leur poste en milieu de mandat. Oui. Fait que je me dis, si tu es appuyé d'une équipe, peut-être que justement, c'est la bataille, entre guillemets, politique est plus facile dans le sens que tu portes moins tout sur tes épaules, mais plutôt en tant qu'équipe, tu partages la charge. Possiblement, mais OK. Je ne vais pas faire de commentaires sur celle-là parce que ça, c'est un sentiment qui lui appartient. Mais je vais t'expliquer comment moi je m'ai senti quand j'étais à la mairie. Puis moi, je n'étais pas avec un parti politique. Quand j'ai été élu, le premier geste que j'ai... j'ai pas été élu, je me reprends. C'est vrai. Quand j'ai été nommé, de façon unanime par contre, par le conseil municipal, j'étais très ému de ça. Je suis monté en haut. Le moment où j'ai été confirmé que je prenais la relève, moi, je suis monté en haut au salon des conseillers. Et il y avait Caroline Murray, Stephen Boivin puis Edmond Leclerc qui étaient là. On s'entend-tu que c'est pas pantoute le même parti politique, c'est pas rien de ça. Je suis entré dans le salon, dans le couloir du bureau des conseillers et je me suis assis sur une chaise qui était disposée dans le couloir. Puis Caroline puis Edmond et Stephen sont venus tout de suite vers moi. Puis ils ont dit « Mon Dieu, Daniel, es-tu correct? » J'ai dit « France vient de démissionner, vous l'avez vu. Et là, je suis maire, puis je sais pas comment manger. Et là, je suis devenu émotif et tout ça. » Ils m'ont pris par les bras, puis ils m'ont levé, puis ils m'ont fait un câlin. T'imagines-tu, là, JF, ce que c'est ça? Quand je te parlais tantôt de la dose d'amour des citoyens, ils m'ont fait un câlin, puis ils m'ont dit « On va être avec toi, Daniel. » OK? Le premier geste que j'ai posé à la fin de cette semaine-là, puis le début de la semaine suivante, c'est de rencontrer tout le monde, un après l'autre. Puis j'ai dit à mon cabinet, quand un conseiller ou une conseillère m'appelle, libérer l'agenda. C'est ça la priorité. Parce que moi, je suis que le représentant d'un conseil municipal, et donc on va travailler ensemble. On s'est mis à travailler ensemble. Puis moi, j'ai eu beaucoup de rencontres avec les conseillers et conseillères au cours de cette période-là. Je m'étais donné 3 objectifs. Le premier objectif que je m'étais donné, c'est de passer la résolution du quartier général de la police. Oui. Qui avait fait débat, qui avait complètement divisé le conseil municipal. En quelques semaines, j'ai réussi à avoir un vote unanime, puis on a passé le quartier général. Sur la question de l'itinérance, j'ai dit, moi, je veux qu'on avance la question de l'itinérance, c'est trop important. Pendant mon mandat, on a nommé une directrice responsable de la situation de l'itinérance. Puis j'avais aussi le tramway qui était une priorité. J'ai continué les pressions auprès des gouvernements là-dessus. Puis l'annonce a été faite quelques semaines après l'élection de Maud Marquis-Bissonnette. Donc j'avais travaillé là-dessus aussi. Le point que je veux faire, c'est que plusieurs politiciennes peuvent effectivement se sentir seuls. Mais le sentiment d'être seul est souvent basé sur la façon qu'on travaille. Moi, je ne porte pas de jugement sur comment les autres travaillent. Mais je peux dire que moi, de la façon que je travaille, c'est en équipe. La façon que je travaille, c'est un trip. Moi, pour moi, la mairie, pendant 4 mois et demi, là, ça a été un trip de gang. Ça a été super le fun. Puis le mardi, quand on finissait, on se réunit souvent au salon des conseillers, j'allais rejoindre la gang. Quand je savais qu'il y avait une gang qui allait prendre une bière après, j'y allais, tu comprends? C'était un trip de gang. Puis je lui demandais, est-ce que vous êtes content? Êtes-vous satisfait de ce qu'on a fait ensemble et tout ça? Quand j'ai fini mon mandat de 4 mois et demi, ben, il y a des gens qui m'ont rendu hommage au conseil municipal. Ça m'a extrêmement touché. Mais ce qui m'a touché, c'est pas qu'ils me rendent hommage à moi. Ce qui m'a touché, c'est de voir comment est-ce que collectivement, ensemble, en trip de gang, on a réussi à avancer. Donc, je ne le prenais pas comme Daniel Champagne a fait du bon travail. Je le prenais comme on est une gang, on marche, puis on s'en va dans la même direction. Parce qu'un vrai leader, à mon avis, c'est pas celui qui dit « voici où on s'en va ». C'est celui qui va quelque part puis qui incite les autres à le suivre dans sa façon d'être. Puis moi, si j'ai fait ça, si j'ai incarné ça pendant 4 mois et demi, ben tant mieux. En même temps, est-ce qu'il faut être prêt, autant comme maire que j'imagine conseiller, être capable, parce que tu as dit, tu étais capable de demander aux autres, est-ce que ça va avec toi? Est-ce que je fais une bonne job? Est-ce que faut que tu sois prêt à recevoir la critique aussi? Ah oui, puis je l'ai reçu. Je l'ai reçu largement. Il y a des décisions, je ne reviendrai pas sur certaines décisions, mais il y a des fois que, entre autres, je me rappelle d'avoir eu 3 collègues, que je nommerai pas encore une fois, qui étaient choqués. Puis je leur ai dit, allez-y, là, pas choqués. On ne s'était pas ça à la gueule, mais je veux dire, choqués dans un contexte politique.
Puis c'est normal d'être choqué en politique. C'est parce qu'on est passionné et on veut faire avancer nos dossiers. Et dans ce contexte-là, moi, j'ai vu ça et je trouvais ça toujours le fun. Puis à la fin, je m'assurais toujours d'une petite tape sur l'épaule, de dire merci beaucoup, je m'en vais pas là, je veux pas aller là, mais on verra où ce que le conseil va aller, mais tu comprends pourquoi moi je vais là. Oui, c'est beau, parfait. Merci Daniel. Puis tu comprends, c'est ça. C'est juste ça. C'est que en politique, on ne veut pas nécessairement rechercher le consensus, on ne veut pas systématiquement rechercher encore moins l'unanimité, mais ce qu'on veut, c'est faire transparaître nos idées puis dire voici la direction qu'on veut prendre. Si on dit ça de façon unitaire puis qu'on dit c'est là que je m'en vais puis c'est tout, ça ne marchera pas. Les gens, par réflexe humain, ils ne voudront pas suivre. Mais si on tente d'expliquer les raisons pour lesquelles on pense que c'est la meilleure place à aller, puis dire si ça vous tente, suivez-moi, à ce moment-là, ça fonctionne. Ça a fonctionné très bien pour le quartier général et j'en suis particulièrement ravi. En même temps, je peux imaginer si tu les impliques. C'est pas qu'ils se sentent impliqués. Si tu te sens impliqué, je pense que tu vas avoir plus tendance à dire oui, je suis prêt à suivre ça. Je suis prêt à aller là. Je vais te raconter une petite histoire, JF, là. Puis pour moi, ça m'a toujours suivi. Un jour, mon beau-père, qui est décédé, ça fait 20 ans, avait un petit rock garden en avant de chez lui. OK. Un petit rock garden, un petit jardin de roches là, avec des fleurs là-dedans. Des belles roches là-dedans, des belles roches blanches et tout ça. Puis il se faisait voler ses roches. Puis il savait que c'était le petit voisin de 5 ans à côté qui volait ses roches. Puis là, lui, il était choqué parce que quelqu'un il volait ses roches. Puis tout le monde savait, le petit gars savait qu'il était choqué. Puis un jour, le petit gars, il est en train de voler des roches. Mon beau-père est allé le voir, puis il a dit, il y avait deux choix. Soit qu'il se mettait en opposition, puis il disait, moi, je veux pas que tu voles mes roches, puis lui, il veut voler. Mais il a dit mieux que ça encore. Il a dit, il y a quelqu'un qui me vole mes roches. Est-ce que tu accepterais d'être en charge de le vérifier, puis d'être en charge de mes roches pour t'assurer qu'on ne me fait pas voler? Le petit garçon s'est senti tout à fait valorisé. Wow. Tout à fait valorisé. Soudainement, là, le torse grossit, puis soudainement, il était heureux de ça. Hein? Alors, il est devenu responsable des roches. Qu'est-ce qui s'est passé, selon toi? Il a ramené des roches qu'il avait volées, puis il n'en a plus jamais volé. La morale de cette histoire-là, c'est qu'à partir du moment où tu fakes l'écoute des autres, mais que tu fais à ta tête, ça ne marchera pas. Mais à partir du moment où, de façon réelle, tu écoutes ce que les autres disent, tu reçois, puis tu travailles de façon concertée à dire comment est-ce qu'ensemble, on est capable d'atteindre un objectif. Tu vas les atteindre, ces objectifs-là. Peut-être pas ton objectif toujours, mais certainement l'objectif collectif et tout le monde va gagner. J'aime ça. Définitivement, tu sembles démontrer des capacités de rassembleur. J'ai envie de te demander, en lien avec la division dont on parlait tantôt par rapport à l'Est et l'Ouest, qu'est-ce que ça prendrait, tu penses, pour que la ville s'unisse davantage pour pas qu'on voit cette situation-là qu'on vit présentement, où est-ce que l'Est se sent délaissé tout le temps, où est-ce qu'on critique beaucoup ce qui se passe à l'Ouest versus l'Est? Je sais que l'administration de Maude Marquis-Bissonnette actuellement travaille sur un processus qui va permettre d'identifier réellement, de façon factuelle, est-ce que ça existe vraiment ça, puis si ça existe, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour améliorer ça. Fait que ça, c'est une excellente nouvelle. Ça, c'est plus pragmatique. Le vrai problème à Gatineau, là, c'est que 23 ans, bientôt 24, après la fusion, nous sommes toujours à la recherche d'une identité à Gatineau. Non pas d'une identité régionale. Les gens de l'Ouest, là, à Aylmer, ils connaissent leur identité. Moi, je viens récemment d'acheter un condo à Limbourg. Je t'assure que les gens de Limbourg, ils connaissent leur identité. Les gens de Buckingham, ils connaissent leur identité. Masson-Angers, pareil. Les gens de Gatineau, etc. Mais ce n'est pas une même identité. C'est des poches différentes. Oui. Le moment où on va être capable... Moi, si j'étais à la mairie, ce que je ne serais pas, si j'étais à la mairie, une des choses que je ferais, c'est de créer un rassemblement de citoyens de l'ensemble de la ville pour travailler vers cette identité-là. Moi, j'ai travaillé fort à ça au cours de mon premier mandat. J'avais demandé à Maxime Penneau-Jobin de me donner un peu cette responsabilité-là, pas sur l'identité, mais sur ce qui me tenait à cœur, le transport actif. Et je me suis rendu compte que le vélo, c'est quelque chose qui rassemblait à peu près tout le monde. Fait que je me suis dit, OK, là, il faut qu'on travaille vers un plan directeur vélo qui va inclure tout le monde, etc. Et là, en cheminant vers ça, l'autre chose qu'on a pu constater, c'est que qu'est-ce qui est propre à Gatineau ou à l'Outaouais? C'est le plein air urbain. Donc, on aime ça. Tu sais, à Gatineau ou en Outaouais, on peut se coucher tard parce qu'il y a des bars et tout ça. On peut se coucher tard, mais c'est avant tout une région ou une ville où on se lève tôt parce qu'on fait des activités, on fait de la course, on fait du vélo et tout ça. On a le parc de la Gatineau. Tout ça est extraordinaire. Mais fait que ça, c'est un petit peu un sentiment identitaire.
Ce qu'il faut faire, c'est travailler vers l'identité de la ville de Gatineau, puis essayer de faire des propositions, mais d'être plutôt en mode écoute des propositions. Parce qu'on sait ce qui nous divise actuellement, n'est-ce pas? Tu l'as dit toi-même. On l'a vu dans l'élection. L'Est était d'une manière, l'Ouest est de l'autre manière. Moi, je peux te nommer plein de distinctions entre l'Est et l'Ouest, mais on ne sait pas ce qui nous rassemble. Qu'est-ce qu'on a en commun? Est-ce qu'on peut en parler de ça? Qu'est-ce que l'Est et l'Ouest ont en commun comme objectif, comme ambition collective? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi Gatineau pour l'Est et l'Ouest? Puis une fois qu'on a ça, même si c'est juste une petite graine, semons cette graine-là, puis éventuellement, l'arbre va pousser. Mais à ce jour, on n'a toujours pas trouvé ce qu'on veut semer, et donc l'arbre ne pousse pas. Ce qui fait cette distinction-là actuellement, on en parlait tantôt, c'est basé sur des éléments factuels. Dans l'Est, on n'a pas d'argent. Dans l'Ouest, ils ont tout. Ils ont les arénas, ils ont les centres sportifs, les bibliothèques, etc. Nous autres, on n'a rien dans l'Est. Mais au-delà de ça, au-delà des investissements, qu'est-ce qui fait qu'on a une fierté collective à Gatineau? Et ça, il reste beaucoup de travail à faire là-dessus. C'est drôle, hein? Quand on a eu le conseiller du secteur qui est devenu maire, Maxime Penneau-Jobin, je pensais qu'il y aurait eu un sentiment plus d'appartenance qui aurait grandi dans l'Est, étant donné que le maire vient du secteur ici, mais non, ça n'a pas l'air d'avoir fait ça. Mais je suis d'accord avec toi qu'on parle beaucoup des différences, mais on ne parle pas de qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce qui nous ressemble aussi. Mais tu vois, excuse-moi, le commentaire que tu viens de faire par rapport à Maxime Penneau-Jobin, à mon avis, vient démontrer la grandeur de l'homme. Maxime Penneau-Jobin n'est pas devenu le maire des intérêts des gens de l'Est. Maxime Penneau-Jobin est devenu le maire de la grande ville de Gatineau. Ouais. C'était pas simple pour lui, tout en étant toujours fier de parler de Buckingham. Encore à ce jour, aujourd'hui, là, il défend bec et ongle les intérêts de Buckingham. Donc ça, c'est tout à son honneur. Mais dès le départ, il a décidé d'être le maire de l'ensemble des citoyens de Gatineau et il l'a très bien fait. Et dans ce contexte-là, c'est une bonne nouvelle que les gens n'aient pas systématiquement associé le fait qu'on a un maire de l'Est. Là, finalement, notre intérêt va être représenté parce ce serait malheureux parce qu'on aurait créé exactement l'effet contraire. Effectivement. Oui, bien d'accord. Un dossier sur lequel tu as travaillé tout le long de ton temps à la ville de Gatineau, c'était les logements abordables et l'itinérance aussi. Parle-moi de... Comment ça s'appelait? Le comité choc. Comité choc, oui. Comment c'est venu sur pied, puis les résultats, parce qu'on a dressé un bilan récemment là, du comité, puis comme quoi que c'était positif. Absolument. Il y a eu bon nombre de logements abordables qui ont été construits, plus que ce qu'on avait prévu même. Donc, parle-moi de comment c'est venu cette idée de former ce comité-là, puis qu'est-ce que ça a été quoi les résultats? Premièrement, quand on parle l'itinérance et le logement, c'est deux choses. Oui. Mais nous sommes toutes et tous, toi et moi y compris, là, à deux mauvaises décisions d'être en situation d'itinérance. Tout à fait. N'importe qui du jour au lendemain là, peut se retrouver dans cette situation-là. Mm-hmm. Ça, c'est le premier point de départ. Parce qu'il y a bien des gens qui portent des jugements sur le logement social, le logement abordable, etc. Donc, avant de juger, là, si vous avez des jugements portés sur les gens en situation d'itinérance, sur le logement abordable ou le logement social, allez cogner à leur porte, allez leur parler. C'est la plupart du temps des gens très brillants qui ont simplement pris des mauvaises décisions. Ça, c'est la première petite parenthèse. Mais sur la question du logement comme tel, moi, quand France a été élue en 2021, c'était une priorité pour elle de parler de logement. Et moi, je lui ai proposé Moi, ce que j'ai dit essentiellement à France au départ, c'est s'il y avait une chose que je voudrais faire, c'est réunir tout le monde puis dire comment ça va, les promoteurs, tout ça. Puis elle, sa vision, c'était vraiment ce comité choc-là, issu de sa vision au départ, on veut créer un comité justement sur le logement. Fait qu'on a tout mis ça ensemble, on a fait ce qu'on a appelé notre grande messe. Là. Puis là, on a écouté les promoteurs, les représentants des groupes de ressources techniques là, en logement social, l'office d'habitation, etc. On a écouté tout ce monde-là, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Là, on a réuni des groupes de ressources techniques, l'Office d'habitation, la PCHQ, les gens du gouvernement provincial, oui, c'est ça, du bureau de Suzanne Tremblay, qui est responsable du logement en Outaouais, etc. On a regroupé tout ce beau monde-là, on était à 8 ou 9 autour de la table. Là, j'ai dit, on va faire deux choses. La première, c'est qu'on va accueillir des invités qui vont nous parler de logement social et abordable, comment on est capable de devenir meilleur, mais on va surtout faire une liste de caissés, hein? De caissés.
Qu'est-ce qui se passe à Gatineau au niveau du logement social? Et là, on va dresser cette liste-là, puis c'est là que Martin Bisson faisait le travail, puis c'est ce qui a été repris par Antoine Crémer, maintenant, là, qui fait de l'excellent travail aussi avec l'équipe de Monde-Marquis Bissonnette. Martin Bisson a dressé une liste complète de toutes les constructions à venir et actuelles en logement social abordable. Et là, à chaque rencontre du comité choc, je disais, mettons, le groupe de ressources techniques A est responsable du développement de logement 1. Là, je disais, groupe de ressources techniques A, logement 1, où est-ce que vous êtes? Bien là, on a appelé la ville, puis la ville nous dit que ça nous prend telle chose. La ville, qu'est-ce qui se passe? Bien là, on a répondu à ça. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe là? Et là, au lieu de se taper sa gueule pendant 6 mois à coups de courriel puis de téléphone, on le faisait live. Tout le monde est là. Live. Puis là, à un moment donné, bien là, on attend toujours le programme de subvention du gouvernement provincial qui n'est toujours pas arrivé par le gouvernement provincial. OK, madame du gouvernement provincial, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah, ben là, je n'ai pas cette information-là. Parfait. Est-ce que tu es capable de l'avoir d'ici vendredi? Oui, envoyez-moi là, je vais l'envoyer à l'ensemble des membres du conseil, du comité. Et ça, pour moi, ça a été là le succès. Il existait avant une table, ce qu'on appelait une table de concertation en logement, tout ça. Oui. Ça, des tables de concertation, ça peut être utile dans certains cas. Dans le cas actuel, on avait besoin d'avoir quelque chose de tactique. Une patente là, qui fait en sorte que ça avance. Une patente qui fait en sorte qu'on est en train de construire une maison, un édifice, un appartement ou un logement social. Où est-ce qu'on est? Pourquoi que ça se tape? Et là, ça a fait place à toutes sortes de bonnes décisions intéressantes. Je prends l'exemple du Saint-Étienne qui était en situation qui devait être décontaminé parce qu'il y avait eu une paralysie du projet pendant quelques mois, peu importe les détails, mais il devait avoir essentiellement 800 000 supplémentaires à allonger pour le projet. Okay. Mais là, on ne peut pas, tout ça. Bon. Non. Je dis, moi, comme président du comité choc, là, c'est pas vrai qu'on va s'asseoir autour de la table et dire on a un projet extrêmement important, puis là, on va staller ça parce qu'on a de la décontamination à faire pour 800 000 $. Fait que moi, je vais demander au conseil municipal d'aller débloquer 800 000 $ de fonds de réserve là, dans une réserve spécifique. Oui, mais là, on n'a pas nécessairement le droit de faire ça, ça prend des décrets. Et je dis, moi, j'irai en prison. Je mettrai en prison, là, parce qu'on a pris une décision qui est illégale. Puis quand je vais être derrière les barreaux, envoyez-moi les caméras. Puis je vais le dire aux caméras que je suis en prison parce qu'on a débloqué un projet de logement social. On a fait ça, on a débloqué 800 000 $, puis le projet, il a été mené à terme. Fait que mon point, le point que je veux faire, c'est que le comité choc, c'est un comité tactique. C'est un comité de tapage sur la gueule à porte clos où est-ce qu'on est capable de faire avancer les dossiers, puis qu'à la fin de l'année, on est capable de rendre compte à la population sur qu'est-ce qu'on a fait. Et on l'a fait ça pendant près de 3 ans, 4 ans presque. Et ça a donné d'excellents résultats, d'autant plus qu'on avait prévu autour de 850 à 900 logements, puis on avait atteint autour de 1800, 1700. Là. Fait que de toute évidence, là, cette façon de faire-là a très bien fonctionné. C'est peut-être un modèle à répéter dans d'autres sphères. J'y travaille. Avec le regroupement des offices d'habitation du Québec, là, j'ai fait un commentaire récemment, quand on est à Québec, justement, puis je disais, il disait, ben là, on a rencontré le gouvernement, puis... Bon, excusez-moi, on a discuté, puis on a fait... Arrêtez-moi ça, là. Arrêtez-moi ça. Qu'est-ce qui bloque? Bien là, il y a plusieurs projets, là, parce que là, on a 20 millions de projets ou 30 millions de projets sur plus que ça, 300 millions de dollars de projets en l'ensemble du Québec, tout ça. OK. As-tu une liste des projets? Ah, ben là, oui, on a une liste de ces projets-là. Ben, on peut-tu s'asseoir avec le gouvernement et dire, le projet A, on est rendu où? Le projet B, on est rendu où? Ben là, eux autres, ils marchent par... M'en fous comment est-ce qu'ils marchent. C'est comme ça qu'il faut avancer. Parce qu'à la fin de la journée, là, la question du logement, c'est la question de dignité personnelle. C'est pas normal, dans une société évoluée comme la nôtre, qu'on ait des gens en situation d'itinérance. Il va toujours en avoir. Parce qu'il y a des problèmes sociaux. Il y a des gens qui ont des problèmes de consommation, etc. Mais moi, j'ai déjà vu au coin des Allumetières, puis c'est ça qui m'a mis en... Je sais pas, je peux le dire, mais en beau fusil, on va le dire comme ça. J'étais au coin des Allumetières, je m'en allais travailler à la Maison du citoyen un matin, il était peut-être 6h30, 7h moins quart, il était très tôt le matin d'été. Et il y avait un papa d'à peu près 35 ans qui était en train de plier sa tente avec son fils d'à peu près 10 ans. J'étais en crise. Puis quand j'arrive au bureau, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. J'ai suivi une famille, j'ai accompagné une famille. Moi, à un moment donné, j'ai appelé la jeune femme, j'ai eu son nom, je l'ai appelé, j'ai dit, là, je vais me rester à te rencontrer, il était en hôtel.
avait perdu son logement parce que le logement avait été repris par le propriétaire. C'est son père qui s'en allait là, puis finalement, c'était pas ça, peu importe. Elle perd son logement, elle a 3 enfants, elle a un conjoint qui était avant en situation d'itinérance. C'est des gens qui ont des problèmes sociaux, mais qui avaient une stabilité. On se retrouve, pas de logement. Je l'appelle, j'ai dit, j'aimerais ça te suivre. J'aimerais ça, là, je sais que tu es dans une situation précaire, je veux jamais que tu nommes mon nom, je veux jamais que tu dises que je t'ai appelé, mais j'aimerais ça aller te rencontrer à ton hôtel, toi puis ton mari, puis tes enfants, puis j'aimerais ça, je vais te suivre au cours de ce processus-là, je veux savoir comment ça marche, cette machine-là. Puis elle me dit, bien, avec plaisir, très bien organisée, la jeune femme et tout ça. J'arrive à son hôtel, je rencontre son mari, elle m'explique un peu ce qui s'est passé, elle me montre la tonne de papiers qu'elle doit remplir constamment pour s'assurer de remplir les conditions et tout ça. Je dis, OK, parfait. Les conditions de... Bien, il faut que tu démontres que tu as fait des appels pour aller chercher un logement. Okay. Une fois que tu as démontré ça, il faut que tu aies une preuve. Pour conserver sa place à l'hôtel? Ou... Ben, non, pour simplement se trouver un logement par l'entremise de logements sociaux et de l'Office d'habitation. C'est bon. À ce moment-là, j'étais membre du conseil d'administration de l'Office, mais je n'étais pas président. Fait que je voulais juste la suivre. Elle me montre les documents. Je te dis, JF, elle a ça d'épais de stock puis tout le kit. Elle est capable. Mais les gens qui sont en situation d'itinérance, des fois, c'est une catastrophe pour eux autres. Là. Tu lui dis, OK, pas de problème, vous voulez un logement, monsieur? Pif, remplissez le formulaire R32, DD33. La personne est toute mêlée. Là, sait pas comment ça marche. Fait qu'elle est prise là-dedans, mais elle le fait. Elle fait des appels et tout ça. Ça, c'est à la fin novembre. Vers la 3e semaine de décembre, elle m'appelle, puis elle me dit, Daniel, je suis en avant de l'hôtel. J'ai dit, OK, qu'est-ce que tu fais là? Ben, elle dit, c'est fini. Il ne me donne plus l'hôtel, le programme est terminé. OK, ben, as-tu un appart? Elle dit, on s'est parlé comme quelques jours passés, tu n'avais toujours pas trouvé d'appart, as-tu un appart? Elle dit non. Ben, je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, ils m'ont dit d'aller où j'étais mis. Fait que là, elle a fini par se trouver un logement. OK? Assez rapidement. Mais combien il y en a de personnes comme elle qui se retrouvent dans mes situations? Puis, pire encore, JF, on lui a retiré ses enfants parce qu'elle était incapable de subvenir à leurs besoins de façon efficace. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Fait que là, quand on a des gens comme le conseil municipal actuel qui décident de prendre à bras-le-corps, y compris la mairesse à sa tête, qui décide de prendre à bras-le-corps la situation de l'itinérance pour trouver un logement pour les gens, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, tout ça pour dire que le comité choc a permis, moi, à chaque décision qu'on prenait, je voyais une personne comme elle en arrière de cette décision-là. Je me sentais très, très, très satisfait. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un ministre fédéral qui me dit, il ne faut pas personnaliser les dossiers. Puis j'ai dit, c'est là que vous faites erreur. Il faut personnaliser le dossier. Vous devriez avoir une photo de chaque personne qui cherche un logement actuellement, qui est incapable de se trouver un logement. Là. Vous devriez avoir une photo de chacune de ces personnes-là, puis faire un petit trait à côté quand cette personne-là s'est trouvé un logement. Si vous dépersonnalisez ça, vous avez manqué le bateau. C'est le contraire, il faut personnaliser. Tu n'es pas tout à fait d'accord, mais... Mais je peux imaginer que quelqu'un dirait qui a cette approche-là, parce qu'à un moment donné, est-ce que ça vient pas difficile un peu de se mettre le poids des problèmes des gens de la ville sur ses épaules, en personnalisant justement comme ça? Moi, j'ai des enfants. J'ai 3 filles. Si demain matin, une de mes filles se retrouve en situation d'itinérance, perd son logement, quoi que ce soit, moi, je veux juste savoir que le système la prend en main. Tu comprends? On peut, si on veut, regarder des statistiques, puis c'est sûr qu'il faut, à la fin de la journée, il faut travailler avec les statistiques. Là, je dis pas que c'est une analogie que je faisais par rapport à la photo des gens sur le bureau, mais mon point, c'est que il faut toujours avoir en tête qu'il y a des personnes en arrière des décisions qu'on prend. Fait que je suis d'accord avec toi. Chacune des décisions qu'on prend au niveau municipal, il faut toujours tenir en tête. Tu sais, moi, je disais tout le temps, Mme Gagnon de la rue de la France, puis tout le monde me niaisait avec ça. Là. Je ne sais même pas si une Mme Gagnon, c'est la rue de la France, mais je disais tout le temps, qu'est-ce qu'elle va dire, Mme Gagnon, c'est la rue de la France, quand on va y apprendre que... Je disais tout le temps ça. Mais c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Fait que je suis d'accord qu'il faut éviter de personnaliser, parce que si on le fait, ça pourrait nous ajouter un poids supplémentaire. Mais en même temps, il faut prendre conscience que chacune des décisions qu'on prend est une représentation collective de la population et qu'il y a des humains en arrière de ces décisions-là. Et c'est pour ça que le comité choc, à mon avis, a un succès.
C'est parce qu'on est devenus tellement, toutes et tous, autour de la table, passionnés par ce qu'on faisait, qu'on voyait des gens, on savait qu'il y a des gens qui étaient en arrière de ça, fait qu'on était déterminés à résoudre le problème. Est-ce qu'il ne faut pas être fait solide aussi pour être capable? Parce que, en fait, moi, je suis d'accord avec toi de dire, ben quand tu es dans le milieu, puis tu es là, puis c'est tangible, puis que tu vois les gens en détresse, que tu vois les problèmes, puis souvent, puis tu peux en témoigner parce que tu étais président du conseil, quand les citoyens venaient parler au micro et qu'ils demandaient quelque chose, ils disaient tout le temps, venez voir comment c'est dans ma rue le problème, venez voir chez nous c'est quoi qui se passe. Mais fait que j'ai 2 points là-dessus. Le premier, c'est est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu la colonne solide pour être capable de prendre ces problèmes-là sur ses épaules puis de dire oui, je suis capable de m'investir à un point qui est plus personnel. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, bien, en même temps, je pense que tu gagnes la faveur du citoyen en le faisant. Je pense que le citoyen, parce qu'on parle beaucoup souvent de l'espace entre la politique et le citoyen, qu'ils ne se sentent pas impliqués, ils se sentent loin, ils ne se sentent pas écoutés. Fait qu'il y a comme ces 2 éléments-là, je trouve, qu'il y a dans ton exemple. Oui, bien, moi, c'est un bon point que tu soulèves. C'est un point important que tu soulèves. Je pense qu'il y a deux choses à faire sur le premier point. C'est qu'il faut, oui, je pense qu'il faut personnaliser parce qu'il faut savoir qu'il y a des humains dans des décisions, mais il faut aussi relativiser. Voilà. Quand Mme Gagnon de la rue La France venait me voir et elle me disait qu'elle était incapable de vivre avec le fait qu'il y a des nids de poules sur sa rue, moi, ça ne m'empêchait pas de dormir. Le meilleur réflexe, c'était ralentir un petit peu, vous allez voir, ça va bien aller. Parce que je le sais que dans les faits, à partir du moment où je vais remettre de l'asphalte, là, elle va m'appeler et me dire là, les chars vont trop vite maintenant. Tu comprends? Fait que relativiser, mais personnaliser. Ouais. Il y a des décisions qui sont... Moi, le fait, par exemple, d'investir plus ou moins dans l'asphalte, je veux pas... Pour moi, ça ne m'empêchait pas de dormir. Quand les citoyens m'appelaient et me disaient hey, ça fait 3 jours que ma poubelle est restée sur le bord. Là, je me laisse aller parce que je suis plus élu, mais quand ils m'appelaient, ils me disaient ça fait 3 jours, ma poubelle est sur le bord de la rue, puis il n'y a personne qui l'a ramassée, j'étais écœuré. Ben, je disais, mais monsieur, laissez-la là. Si vous voulez que je vous dise, laissez-la là, il va finir par passer le camion. Tu comprends? Ça fait que ça, moi, ça m'empêchait, mais pas pantoute de dormir. Mais quand quelqu'un m'appelait, puis qui me disait, ma mère, là, elle vient de perdre son logement, elle reste chez nous en ce moment, puis on est en train d'essayer de trouver des solutions, ou bien quelqu'un me disait, je viens de perdre mon logement, j'ai 2 enfants, ça m'empêchait de dormir. Ça, moi, je me déplaçais pour ça. Parce que c'est pour ça que je te dis, il faut ce poids-là auquel tu fais référence, il faut le doser. Fait que le poids devient beaucoup plus moins important quand c'est des décisions qui, dans les faits, j'appelle ça des problèmes de riches. Là. Mais quand tu te retrouves dans une situation où est-ce qu'il y a des gens qui, leur dignité même est atteinte, là, je fais un parallèle avec la question du système de santé en Outaouais. Là. Comment ça se fait que les gens ne descendent pas dans la rue pour dire que ça n'a pas de bon sens? C'est une question de dignité. Mon père récemment est tombé, s'est cassé 3 côtes. Ils ont trouvé plein de patentes qui n'allaient pas bien chez lui. Ils m'ont donné un paquet de pilules, puis ils ont dit, on retourne chez eux. Je dis, il reste tout seul, il a 85 ans. Ils ont dit, on n'est pas capable de le garder ici. Ça atteint la dignité. Quand les gens entrent à l'hôpital puis qu'ils ne sont pas capables... Quand les gens se font dire dans des commerciaux à TV, consultez votre médecin, mais qu'il n'y en a pas de médecin, ça atteint à la dignité. Moi, ça m'empêche de dormir. À mon niveau, je n'avais pas de pouvoir là-dessus. Mais mon point, c'est que il faut, si on réussit à relativiser, je pense que ça fonctionne bien. Par contre, mon frère dit avec beaucoup d'exactitude, le cul du politicien municipal est celui qui est le plus proche du pied du citoyen. Contrairement au provincial, au fédéral. Et il n'y a pas tort. Alors moi, les gens qui m'appelaient, ils restaient toujours surpris quand c'était moi qui répondais. Ben, OK, je pensais que... Pensez quoi? Ben, je pensais que, je sais pas, moi, j'appelais un bureau. Ben non, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est ça, ils n'ont pas ramassé mes poubelles il y a 3 jours. Ben, c'est là, sur le bord de la rue. Ça, tu comprends? Ouais. Fait que c'est le job de conseiller municipal, c'est que si tu n'as pas la colonne pour être capable, d'une part, de relativiser, puis en disant, c'est pas bien grave, là, ça va passer, ou oui, ça, faut le personnaliser. Si tu n'as pas la capacité de faire ça, présente-toi pas en politique. Puis l'autre affaire, c'est que si tu te présentes en politique pour des raisons personnelles, parce que tu trouves que ça a de l'air le fun, bien, ça non plus, fais-le pas. Parce que ce que tu viens de décrire là, JF, tu ne survivras pas à ça. Tu as été président du conseil longtemps. Oui.
Comment tu as trouvé ça, de gérer ça? Puis c'est drôle parce que j'en ai parlé avec Paul Morin, qui lui aussi le fait avant toi. Oui. Puis je riais un petit peu avec Paul en disant t'étais dur. Quand quelqu'un arrivait à parler, c'était c'était 2 ou 3 minutes, là, je me souviens pas, mais quand tu arrivais à ton temps, là, OK, ça suffit, puis on passe au prochain, là, puis ça niaisait pas. Puis je trouvais que toi, tu avais un peu plus de flexibilité. Oui. Tu sais, que tu voulais que la personne. J'ai l'impression que ce que tu voulais, c'est que la personne ait le temps d'expliquer convenablement son problème. Mon ami Paul, il faisait de l'excellent travail. Il a inspiré tous les présidents qui l'ont suivi. Là. Pour moi, là, le conseil municipal, c'est le lieu d'expression ultime d'un citoyen. C'est vrai que je peux le dire. Vous pouvez écrire un courriel à votre conseiller après que la discussion se poursuive. Vous pouvez appeler votre conseiller, tout ça. Mais le seul endroit où le citoyen se présente à un micro, où il a l'attention des journaux, parce que les journalistes sont là, l'attention des journalistes, pardon, et l'attention de l'ensemble des membres du conseil municipal, c'est au conseil municipal. Moi, on disait 3 minutes, là. Moi, j'étais assez flexible là-dessus pour les raisons que je viens d'évoquer. Imagine, là, quelqu'un se déplace d'Elmer, s'en vient parce que lui, quand quelqu'un décrit son problème, c'est son problème à lui, là. C'est pas, on a beau, je disais relativiser tantôt, oui, il faut relativiser par rapport à comment on le reçoit le problème. Mais cette personne-là, c'est son problème. Elle veut avoir des réponses, puis elle veut... Puis il y a souvent une source de frustration. C'est un édifice qui est construit dans la cour des gens qui n'aiment pas, des parcs qui ne sont pas entretenus ou qui ne sont pas construits, etc. Il faut que les gens aient un lieu d'expression ultime qui est le conseil municipal. Moi, je n'étais pas très sévère. Après 3 minutes, je disais, je vous invite à conclure. Puis bon, je laissais... j'ai rarement coupé la parole. Puis j'ai eu souvent des collègues qui étaient enclins après le conseil à me dire, Daniel, là, il est 10h15, là, si tu avais coupé ça... Puis moi, je disais, renversez mon poste de président, mettez ça à quelqu'un d'autre. Parce que moi, tant aussi longtemps que je vais être président, c'est le lieu d'expression ultime des citoyens. Je vais lui permettre à tout le moins de prendre leurs 3 minutes, puis peut-être conclure ou quoi que ce soit. J'ai jamais... Il y a des gens... Tu sais, mettons quelqu'un arrivait à 5 minutes, là, je disais, OK, c'est terminé, merci beaucoup, merci, au revoir, blablabla. J'appliquais la même rigueur avec les conseillers. En fait, même, j'étais plus rigoureux avec les conseillers. À 3 minutes, je disais, conclure, s'il vous plaît. Merci, merci. Tu sais, fait que... Parce que les conseillers, eux autres, peuvent toujours s'exprimer en public. Les citoyens, eux autres, c'est 1 fois par mois. Fait que dans ce contexte-là, moi, j'ai été probablement un peu plus flexible que certains autres présidents, certainement plus flexible que celui qui est là actuellement, parce qu'il a réduit le temps de parole à 2 minutes, je pense. Et ça appartient au président du conseil. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise à la présidence du conseil, c'est que le pouvoir ultime du décorum appartient au président du conseil, puis ça, il faut le respecter. Maintenant que tu as quitté la vie politique, puis si on a la chance d'en reparler, bon, j'imagine que tu as dû avoir un moment, parce que tu as eu des accolades, premièrement, quand tu as quitté, autant de tes pairs qu'au niveau de la ville de Gatineau qu'à l'extérieur aussi. Steve McKinnon, j'ai vu, il avait posté à l'époque quelque chose. Puis d'autres politiciens l'ont fait aussi. J'imagine que tu as eu... Est-ce que tu as pris le temps un peu de réfléchir à ton passage à la ville de Gatineau pour dire... je suis content, je suis fier de ce que j'ai fait, ou tu as passé à autre chose tout de suite, puis c'est fini? Non, je n'ai pas passé à autre chose. Je suis content, puis je suis fier de ce que j'ai fait. Merci des mots, je le suis. Je les reprends, mais je le suis. Je suis... moi, là, quand j'ai été élu pour la première fois, j'ai décrit... Mon frère Luc, qui est très, très impliqué. Il s'implique beaucoup en politique, il est très intéressé par la politique. Puis j'y avais décrit le politicien que je voulais devenir. Et je suis devenu le politicien que je voulais devenir. Ça, pour moi, ça a été un grand sentiment de satisfaction. Ça me manque, là. Je peux pas... Écoute, JF, tu te lèves le matin, tu as 14 messages, tu as 2 journalistes qui veulent te parler, tu as le bordel est pogné à gauche, à droite, tu es constamment en train d'éteindre les feux. À chaque jour, tu te réveilles, tu ne sais pas quel feu tu vas éteindre. Du jour au lendemain, tout ça cesse, le téléphone cesse de sonner, tout ça. C'est toute une période d'adaptation. Mais en même temps, c'est une nouvelle vie. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très ouvert au changement. Fait que, d'un côté, je suis reconnaissant de ceux et celles qui ont pris le temps de reconnaître le travail que j'ai fait, que ce soit mes pairs ou que ce soit des citoyens. Moi, il n'y a rien de plus le fun que rencontrer un citoyen
puis qui me serre la main, encore aujourd'hui, là, récemment, là, ça m'est arrivé au supermarché, puis qui me dit « On te manque beaucoup, tu as fait de l'excellent travail. » Moi, ça me touche beaucoup. Ça me rend vraiment satisfait parce qu'à la fin de la journée, c'est ça le but ultime. Mais je le disais tantôt, là, je me répète un peu, mais j'avais vraiment le sentiment qu'il était temps pour moi de passer à autre chose. J'aurais pas voulu devenir le Guy Lafleur là, de la politique, là. Tu sais, qui revient, ben là, peut-être pas, tu te souviens pas de ça, mais qui revient avec les Nordiques quelques années après. Ouais, j'ai pas vécu de proche, mais je connais l'histoire. Ben, c'est ça. Fait que moi, je veux pas, ou le Denis Coderre, si on veut faire un parallèle politique. Je veux pas devenir ça, moi. Fait que moi, j'ai fait ma période politique. J'ai parti, je pense que j'ai parti dignement. Je pense que les gens, de façon générale, je sais que France n'est pas toujours contente par rapport à la façon qu'on a terminé notre carrière politique ensemble. Je l'accepte, c'est correct. Mais autrement, je sens pas que j'ai d'ennemis politiques. Fait que pour moi, ça me satisfait. Ceci dit, c'était pas mon objectif. Là. Moi, le fait d'avoir des ennemis, ça me dérangeait pas. Là. J'en ai eu au cours de ma carrière, mais basé sur des différences d'opinion et non pas basé sur des différences de personnalité. C'est quoi les projets d'avenir? As-tu des objectifs, des choses dans quoi tu veux te lancer? Ben, je parlais des conseils d'administration sur lesquels je siège tantôt, fait que ça, je vais continuer là-dedans. J'ai d'autres plans aussi pour d'autres conseils d'administration sur lesquels j'ai été sollicité. Je veux continuer à faire des commentaires aussi. Je ne veux pas jouer à la belle-mère dans le sens que me présenter au conseil ou quoi que ce soit, mais de porter un regard critique sur ce qui se passe dans la scène politique, ça m'intéresse. Fait que si jamais j'avais des occasions à faire ça, c'est sûr que je vais continuer à le faire. J'écris presque à tous les jours mon opinion sur différentes choses qui se passent, que ce soit la crise américaine avec le Venezuela ou la crise du système de santé avec les médecins ou quoi que ce soit. J'écris beaucoup, tu sais, je m'y intéresse. Fait que je prends le temps de prendre des notes et tout ça. Fait que j'aime bien cet aspect-là, j'aime bien les communications au sens large. Ceci dit, quand j'ai fait je participais à mon dernier conseil municipal, dans mon petite allocution de la fin, j'ai dit à ma blonde, pendant toutes ces années-là, tu auras été un personnage secondaire du livre. Maintenant, on écrit un nouveau chapitre ensemble, mais c'est toi qui vas être le personnage principal. Et pour moi, c'est vraiment un objectif, ça. Puis je veux vraiment... Tu sais, Chantal, au fil des années, elle a passé de multiples années à me regarder à l'université. Tu sais, JF, c'est pas banal, t'as 3 enfants, toi aussi, là. Moi, là, mes jumelles ça fait 20 ans, avaient 5-6 ans. Ma grande fille avait 10 ans. Puis j'étudiais à l'université, là, en même temps que je travaillais à temps plein. Je faisais 3 cours à l'université, ils me permettaient d'y aller pendant le jour et tout ça. À la fin, c'était 4. Ma blonde, là, à 5h30, 6h le soir, quand elle était poignée avec la vaisselle, puis les lunchs, puis des ci, puis des ça, elle venait me porter une tasse de thé en bas dans le sol, puis refermer la porte en arrière, puis que je prenne le temps d'étudier. Quand je travaillais à 2 jobs, puis je travaillais au gouvernement fédéral en même temps que travailler municipal, jamais elle me disait « Ah, ben là, t'étais pas là » ou quoi que ce soit. Jamais. Elle m'a toujours appuyé dans toutes mes foleries. Puis, regarde, non, tu sais, j'ai enseigné le yoga. J'ai donné des petits cours de yoga à un moment donné pendant un certain temps, qui est complètement au diapason de ce qu'elle aime faire, tout ça, tu comprends? Puis elle m'a toujours soutenu et appuyé dans ces choses-là. Fait qu'aujourd'hui, je trouve que les prochaines années, elles méritent nécessairement que je passe plus de temps à mettre l'attention sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Ceci dit, professionnellement, ça aussi, elle est bien consciente de ça, professionnellement, il me reste minimalement une dizaine d'années en avant de moi. Donc, comment ça va se traduire, ça et tout ça? Ben, je lance ça dans l'univers et on verra ce que ça va donner. Voyager encore aussi? Tu reviens de Dubaï, on n'a pas parlé, je l'ai parlé de Dubaï. Ah, Dubaï, c'est fantastique. C'est spécial, hein? Oui, ben c'est... Tu veux-tu qu'on en parle un peu? Ben, j'ai tout le temps. Ouais, moi, j'ai tout le temps, je suis à la retraite. Dubaï, c'est... En fait, Chantal et moi, on s'en va dans un séminaire pour le Vietnam. Okay. Puis là, ben, on décide si on veut faire un voyage et puis on veut passer 3 semaines, puis on veut vivre l'expérience et tout ça. Puis on sort de là, puis on rencontre un couple, puis ils commencent à nous dire hey, nous autres, on arrive de Dubaï, ça a été fantastique, ça a été extraordinaire, tout ça. Fait qu'on s'était inscrit à un web séminaire par la suite de Dubaï, puis quand on a fini, on a dit on y va-tu, on l'essaye. Tu sais, qu'est-ce qu'on a à perdre? Là? On va l'essayer, puis on voit ce que ça va donner. Fait qu'on est allé dans un contexte de voyage organisé, ce que je recommande vraiment. Là. Écoute, c'est la démesure.
C'est la démesure totale. C'est fou. Tu sais, la Burj Khalifa, c'est 163 étages. 163 étages, man. Hey, je te dis, tu montes en haut de ça, tu as l'impression d'être dans les nuages, tu sais. Ouais. Puis tout est démesuré. Tu regardes en haut de la Burj Khalifa, il y a une piscine qui est une rivière, là. C'est complètement immense. Il y a un cadre immense dans lequel que tu visites, là. Il est je ne sais pas combien de mètres de haut. Tu rentres littéralement, tu prends l'ascenseur, tu marches là-dedans, il y a les mosquées. La mosquée qu'on a visitée, c'est une, sinon la plus grosse au monde. Tu sais, tout est démesuré, mais c'est à voir. Tu sais, c'est quelque chose, c'est un régime. Tu sais, le Dubaï, on a visité aussi Abu Dhabi. Les États arabes unis, c'est 5 États qui sont dirigés par un cheikh qui est à la tête du pays. Donc, c'est un régime, c'est clair, c'est un régime totalitaire, tu sais, c'est un régime... Mais tu sais, on a plein de perceptions que les femmes se promènent la tête baissée puis tout ça, mais c'est pas du tout le cas, là. Nous autres, on a vu, c'est assez normal, là, tu sais, entre guillemets. Là. C'est sûr qu'il y a des distinctions assez importantes au niveau de la culture et tout ça. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Tu sais, c'est certain, puis je veux pas faire ce débat-là. Moi, j'allais pas là dans l'optique de dire je vais porter un jugement sur ce que fait la société. J'allais là dans l'optique de dire 20 ans passés, rien de ça n'existait, puis aujourd'hui, ça existe. Je vais aller voir ce que ça a de l'air. Ben ouais. Puis c'est absolument démesuré, mais à voir. Quel autre, t'as-tu voyagé? Où t'as voyagé loin dans le monde? Ben, j'ai voyagé beaucoup. J'ai voyagé 3 fois en Afrique pour le travail. En fait, j'étais membre. J'ai reçu un prix d'ailleurs pour ça avec la Fédération canadienne des municipalités. Je participais à un programme qui s'appelait le Programme de développement économique local. Le programme d'EL. Et c'était... j'ai fait des rencontres extraordinaires encore là. Puis j'étais en Côte d'Ivoire 2 fois. Puis quelques années après, je suis allé en Tunisie pour un autre programme, mais encore un programme international avec la Fédération canadienne des municipalités. Fait que ça, j'ai eu la chance de faire ça. Puis c'est découvrir le monde de façon différente parce que j'avais des géos, je les appelais les géos, là, Yao et Ibrahim, là, entre autres en Côte d'Ivoire, qui m'amenaient partout, qui me faisaient visiter toutes sortes d'affaires. Tu sais. Puis ça fait que c'est très dépaysant, mais c'est fun à voir aussi. C'est une occasion absolument extraordinaire. J'ai eu la chance de faire ça. Puis avec ma blonde, bien naturellement, on a visité l'Europe à quelques reprises. Là. Entre autres l'Italie, la France et tout ça. Mais on a plein d'objectifs de voyage. Fait que Dubaï, par rapport au reste, ça doit être assez... Parce que, en tout cas, je sais pas, mais moi, je vois Dubaï comme étant tellement... c'est comme une ville qui ne devrait pas exister, là, dans le fond. T'sais. Fait que je vois ça comme étant... je sais pas, ça doit être une expérience tellement... c'est ça, de mesurer, je pense que c'est le bon mot. Par rapport au reste, ça doit être tellement, je sais pas mieux, là, pas plus extraordinaire, je veux dire, mais le plus wow, peut-être. Ben, déstabilisant. C'est-à-dire que il n'y a rien d'ordinaire. Tu es sur le bord du quai, là, sur le bord de la baie, là, une genre de grosse baie là, sur laquelle on a mangé sur un bateau un soir et tout ça. Il y a... 25 édifices de 80 étages en avant de toi. Puis il y en a un qui est twisté complètement. Il y en a un autre qui est fait avec un genre qui reproduit un paquebot. Là. Puis en haut, là, c'est une piscine. Les gens sont à côté de même au 70e étage, dans le vide. Tu comprends? Tout, c'est complètement fou. Pété. Fait qu'il faut que tu t'ailles là. Moi, j'ai dit à ma blonde, parce qu'il y avait quelqu'un avec qui on voyageait à un moment donné, on est arrivé à la mosquée, puis Chantal devait se couvrir la tête, puis les bras. Fait qu'on on dit, hey, regarde, when in Rome, do like the Romans, là, tu sais. Fait que quand t'es à Rome, fais comme les Romains. Fait qu'on a dit, ben, regarde, on va aller dans une shop, puis on va acheter une patente, j'oublie le nom, là, une genre de robe là, qui va couvrir tout ça, puis on va t'acheter un... Fait qu'on y a acheté tout ça, puis elle s'est couverte au complet, puis on est allé visiter la mosquée, puis c'était... Écoute, c'est encore une fois démesuré. Mais le point que je le fais, c'est qu'il y avait une des personnes avec qui on voyageait qui disait, ça n'a pas de bon sens, c'est dégradant, c'est ça. J'ai dit, ça, là, ce débat-là, là, moi, là, quand on va revenir au Québec, là, je veux qu'on s'assoie puis appelle-moi, on va le faire ensemble. Moi, je suis prêt à participer à ce débat-là. Moi, n'importe quel débat. Mais peut-être pas quand tu es là, par exemple. Mais là, on a fait le choix d'aller à Dubaï. On a fait le choix d'aller dans un pays qui est autoritaire, dans un pays où c'est un cheikh, donc c'est de génération en génération qui dirige. On peut porter un jugement sur le régime, on le fera. Si tu veux, on le fera. Mais à partir du moment où aujourd'hui, on a fait le choix de venir visiter le pays, ben, moi, je dirais adhère. Fait que moi, dans mon cas, ma blonde a décidé d'adhérer. Si elle avait dit, moi, je ne veux pas adhérer à ça, pas de problème, on va rester à l'hôtel cette journée-là. Mais dans les faits, elle a décidé d'y adhérer. Puis, mais c'est démesuré. Je te dis, le soir, là, on se couchait, nous autres, on a eu la chance d'avoir une chambre dans le vieux Dubaï
qui donnait un regard sur le nouveau Dubaï. À tous les soirs, JF, il y avait des feux d'artifice pendant comme 3 heures à gauche, à droite, des drones partout. C'est complètement fou, c'est complètement démesuré. Mais c'est à voir. C'est intéressant. Ah, vous êtes le fun. Mais tant mieux si tu peux en profiter comme ça. Merci beaucoup d'avoir échangé avec moi aujourd'hui. C'était vraiment le fun. Puis on va suivre ça avec intérêt, ce qui va se passer à l'avenir. Avec grand plaisir. Merci de l'invitation. Yeah.